L'histoire commence avec Marie-Anne, une petite fille accueillant ses parents et son nouveau petit frère, Chion, qui sera notre protagoniste. Dès à présent, ils partageront une grande aventure. 3 ans plus tard, on les voit jouer ensemble, mais la supériorité physique de Marie est évidente. Le pauvre Chion ne comprend pas comment Marie peut avoir autant d'énergie. Leur père arrive, heureux de voir Marie toujours aussi joyeuse et Chion, déjà très mature pour un enfant de 3 ans. Marie-Anne, surnommée Marie, remarque également cette maturité. Chion fait des choses inhabituelles pour son âge, comme aider sa mère, se comporter très correctement, ne pas mouiller son lit, et même imaginer qu'il possède des pouvoirs en secret pendant la nuit. Une nuit, Chion demande à son père si les monstres existent. Celui-ci répond que oui, c'est pourquoi ils ne doivent pas quitter la propriété, car c'est trop dangereux. Chion demande alors si les fées et les esprits existent. Le père répond qu'il n'a jamais entendu parler des esprits, mais que les fées existent, bien qu'elles soient rares et difficiles à trouver. Enthousiasmé, Chion demande ensuite si la magie existe. Son père semble perplexe, alors Chion précise qu'il parle de pouvoirs permettant de manipuler les éléments et de créer quelque chose à partir de rien. Le père, bien qu'instruit, n'a jamais entendu ce terme et doute de son existence. Il suppose que les gens ordinaires n'en ont probablement jamais entendu parler non plus. Curieux, il demande à Chion où il a entendu parler des esprits, des fées, de la magie et des monstres. Marie interrompt en demandant à son frère s'il va bien, remarquant qu'il semble pâle. Mais Chion la rassure en disant qu'il n'a rien. À partir de ce moment, Chion ne mentionne plus ces sujets. 3 ans plus tard, Marie s'entraîne intensément à l'épée, tandis que Chion passe son temps à lire. Il lui demande pourquoi elle s'entraîne si dur. Marie lui répond qu'en tant que grande sœur, elle veut être prête à protéger son petit frère, surtout si un monstre apparaissait. Elle a remarqué qu'elle est douée pour le combat physique, alors elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux. Cela l'a aussi aidée à accepter qu'elle n'est pas aussi intelligente et qu'elle doit miser sur ses forces. Chion ne sait pas quoi penser, ne s'étant jamais imaginé cela. Plus tard, on voit Marie s'entraîner encore et encore. Même son amie Rose est impressionnée qu'elle ne se lasse pas de répéter les mêmes exercices toute la journée. Marie invite Rose à se battre, mais cette dernière refuse, disant qu'elle est fatiguée. Rose, une blonde curieuse, demande si Chion est toujours enfermé à étudier. Marie répond que oui, comme toujours. Rose trouve intéressant que bien qu'ils soient frères et sœurs, Marie et Chion soient complètement opposés. Cela rappelle à Marie que son frère étudie sans relâche, obsédé par la magie du néant. Un jour, quelque chose commence à briller dans l'eau. Quelques jours plus tard, Marie n'hésite pas à emmener Chion à cet endroit. Chion est inquiet, car l'endroit est en dehors du périmètre autorisé, mais Marie est convaincue que cela en vaut la peine. C'est ainsi qu'un moment plus tard, des sphères lumineuses commencent à émerger de l'eau, juste avant le coucher du soleil. Marie ne comprend pas pourquoi cela se produit. Chion lui demande si leur père et les autres sont au courant de ce phénomène. Elle répond que oui, elle a montré cela à leur père dès qu'elle l'a découvert, mais, étonnamment, il n'a pas été capable de voir les sphères lumineuses. Cette révélation a éveillé une grande curiosité chez elle. Elle voulait savoir si Chion, lui, serait capable de les voir. Chion se demande alors si cette incapacité à les percevoir est quelque chose qui affecte seulement les adultes. Mais Marie précise que même certains enfants ne peuvent pas les voir et que, apparemment, chaque personne les perçoit différemment. Par exemple, elle voit les lumières comme si elles clignotaient, tandis que d'autres les voient comme une lumière continue. C'est très intriguant pour Marie, qui pense que cela pourrait être lié à la magie, un sujet que Chion avait mentionné il y a longtemps. Chion est surpris qu'elle se souvienne de cela, et Marie lui répond qu'évidemment, elle s'en souvient. Bien qu'elle ait une mauvaise mémoire, tout ce qui concerne son petit frère lui reste gravé dans l'esprit. Elle ajoute qu'après cette conversation, elle avait remarqué à quel point Chion avait été découragé. Elle a donc voulu l'emmener ici pour lui montrer cette merveille. Chion est profondément ému par ce geste, et tout finit bien entre eux. Leur lien semble encore plus fort. Le lendemain, ils sont tellement enthousiastes qu'ils finissent leur déjeuner pour la première fois, laissant leurs parents perplexes. Après cela, les deux retournent au lac pour attendre le coucher du soleil. Cependant, cette fois-ci, Chion souhaite explorer les environs pour découvrir d'où viennent ces sphères lumineuses. Marie pense qu'elles viennent du lac, ce qui semble évident. Mais Chion émet l'hypothèse qu'une créature vivant dans l'eau pourrait en être responsable. Cela le fascine tellement qu'il veut absolument en découvrir l'origine exacte. Marie, bien qu'elle ait du mal à réfléchir sur ce genre de sujet, décide de soutenir son frère dans cette quête, car il est si enthousiaste. Chion propose un plan, ils utiliseront 3 seaux en bois, chacun contenant quelque chose de différent, des pierres dans le premier, du sable dans le deuxième, et des plantes aquatiques dans le troisième. Ils ajoutent également des poissons, mais ils n'ont pas encore réussi à en attraper. Malgré cela, Chion est si heureux qu'il remercie sa sœur de l'avoir accompagné dans cette aventure si spéciale. Marie lui répond que ce n'est rien, car elle est sa grande sœur, et c'est son rôle de le soutenir. Tous deux sont ravis de cette recherche liée à la magie et espèrent obtenir des réponses. Finalement, ils attrapent un poisson, une truite, un poisson assez commun dans la région. Soudain, Rose apparaît et demande à Marie ce qu'ils sont en train de faire. Apparemment, Rose ne connaissait pas Chion.
Après des présentations assez formelles, Rose demande pourquoi il pêche précisément dans ce lac. Marie ne sait pas vraiment répondre et dit que son frère est celui qui a la réponse. Rose commence à demander au protagoniste s'il peut voir les sphères lumineuses. Il répond que oui. La jeune femme blonde trouve ce phénomène étrange mais fascinant. Apparemment, Rose est aussi une grande admiratrice de ces sphères. Elle vient souvent au lac pour les observer au coucher du soleil. Chion, curieux, lui demande si elle en sait plus sur les sphères, comment elles se forment, ce qu'elles sont exactement, etc. Malheureusement, Rose avoue qu'elle ne fait que les regarder sans chercher à en comprendre davantage. En passant, elle demande à Chion de s'éloigner un peu, car il est trop proche. Cela semble légèrement agacer Marie, mais on passe rapidement au moment du coucher du soleil. Les sphères commencent à émerger, mais l'expérience des sauts n'a pas fonctionné, malgré les efforts de Chion pour recréer les conditions du lac. Chion est persuadé qu'il doit y avoir beaucoup plus de créatures dans l'eau, mais Rose, qui ignore leur nombre exact, estime qu'il serait impossible de les rassembler toutes. Chion décide alors de se jeter dans l'eau pour explorer, une idée folle qui pousse Marie à l'accompagner. En entrant, Chion remarque que l'eau est étonnamment tiède et chatouille légèrement. Il tente de voir ce qu'il y a dans le lac, mais l'eau est trop trouble pour distinguer quoi que ce soit. Cependant, il découvre quelque chose d'intéressant, il pense que les sphères sont produites par une créature aquatique, peut-être des poissons ou autre chose. Quand Marie lui demande pourquoi il pense cela, Chion répond que la lumière semble provenir d'un endroit précis dans le lac. Malheureusement, il est encore impossible de déterminer quelle créature en est responsable. Malgré l'absence de réponse claire, Chion remercie sa sœur pour son aide. Marie lui rappelle qu'ils sont de la même famille et qu'il n'a pas besoin de la remercier pour tout ce qu'elle fait. Mais Chion insiste, et Marie finit par accepter ses remerciements. Rose, de son côté, est ravie qu'ils aient attrapé quelque chose, une truite était une femelle. Cela les surprend, car attraper des mâles est beaucoup plus facile, tandis que les femelles restent généralement dans des zones plus profondes et difficiles d'accès. Rose explique que c'est la saison de frai, ce qui explique pourquoi les femelles sont plus proches de la surface, rendant leur capture plus facile. À cet instant, des sphères lumineuses commencent à émaner de la truite femelle. Enfin, ils comprennent d'où viennent ces sphères. Chion pense que ces lumières font partie du rituel de parade nuptiale des truites étaines. Marie ne saisit pas bien ce que cela signifie, alors Rose lui explique que c'est comme lorsqu'un poisson dit à un autre qu'il devrait se marier, fonder une famille, et ainsi de suite. Amusée, Marie suggère qu'elle pourrait fonder une famille avec Chion dans le futur, mais ce dernier lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, et que ce genre de choses n'est pas possible. À cela, il semble évident que tout le monde est d'accord avec lui. Le sujet devient très gênant, à vrai dire. Le lendemain matin, Marie raconte que sa mère s'est fâchée contre elle. La raison? Elle lui a dit la même chose qu'au protagoniste, qu'elle voulait se marier avec Chion. Évidemment, sa mère a très mal pris cette déclaration, et comment ne pas se fâcher en entendant cela? Marie essaie d'oublier ce sujet, mais il semble qu'il reviendra de temps à autre. Elle est triste, car elle veut rester auprès de Chion pour toujours. Mais si elle ne peut pas se marier avec lui, chacun finira par se marier avec quelqu'un d'autre, ce qui les séparera. Chion lui explique qu'il est désolé, mais qu'ils ne pourront pas se marier. Cependant, il ajoute qu'il ne se mariera pas non plus avec une autre personne. Ainsi, il pourra toujours l'accompagner tout au long de sa vie, et ils pourront continuer à vivre des aventures ensemble dans ce monde incroyable. Si jamais leur père posait problème concernant l'héritage familial, Chion plaisante en disant qu'il adopterait quelqu'un à la place. Chion semble sincère et lui réaffirme qu'ils ne peuvent pas se marier. Pour apaiser Marie, il la prend dans ses bras pour qu'elle ne soit pas triste. Cependant, quelque chose d'étrange se produit, le jeune protagoniste commence à briller. Il pense d'abord que cela pourrait être de l'énergie magique, ce qui l'emballe énormément. Mais en y réfléchissant, il réalise que cela pourrait être lié à l'énergie des truites étaines. Lorsqu'il est entré dans le lac, cette énergie aurait pu se graver en lui. Chion ne comprend pas complètement, mais il soupçonne que le rituel de parade nuptiale des truites soit lié à la situation. En même temps, sa promesse à Marie de ne pas se marier semble avoir déclenché une réaction magique. Marie, bouleversée, s'enfuit en pleurant. De son côté, Chion est désormais convaincu que la magie existe réellement dans ce monde, bien qu'elle ne soit pas encore développée. Cela le motive à créer et développer des techniques magiques dans ce nouveau monde où il a été réincarné. Dans la scène suivante, un homme regarde son minuteur. Il semble heureux d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Selon lui, ceux qui restent vierges jusqu'à cet âge deviennent des sorciers. Il ne peut contenir son excitation. Il a attendu ce moment si longtemps qu'il est enfin prêt à lancer son premier sort de feu. Cependant, rien ne se produit. Après avoir tenté plusieurs sorts sans succès, il est épuisé. Rien ne fonctionne. Il décide alors d'invoquer une créature légendaire, mais encore une fois, rien ne se passe. Résigné, il ne peut accepter que la magie n'existe pas. Déçu par un monde qu'il trouve ennuyeux, il décide de dormir pour se préparer à une autre journée de travail. Cependant, au lieu d'être renversé par le célèbre camion Kun, c'est une crise cardiaque qui semble avoir pris le relais. L'homme se retrouve confronté à une situation qui met sa vie en danger. Il réfléchit à son existence et à la manière dont ce monde ne lui correspond pas.
Ce qui le motivait à continuer à vivre, c'était l'idée que la magie existait. Il croyait qu'en restant vierge jusqu'à 30 ans, il deviendrait un sorcier. La magie était son seul moteur, mais la réalité lui a prouvé le contraire. Pourtant, tout semble sur le point de changer. 3 ans plus tard, il se consacre entièrement à l'étude et à la recherche sur la magie. Malgré son scepticisme croissant, il découvre finalement une possibilité d'existence magique. Il essaie de lancer un sort, mais cela échoue à nouveau. Réalisant qu'il doit recommencer par les bases, il doute encore de la réalité de la magie. Soudain, Marie arrive pour lui proposer une pause goûter. Mais avant cela, il veut lui dire quelque chose. Après un moment d'hésitation, il lui avoue qu'il l'aime beaucoup. Marie rougit, et à cet instant, une lumière s'active en lui. Xion se demande si cette lumière nécessite qu'il se confesse à chaque fois. Cela lui semble absurde et embarrassant. Mais Marie, d'abord fâchée, est ensuite touchée par sa sincérité. Elle lui pardonne et lui demande s'il a découvert quelque chose d'autre. Xion lui explique que ses pouvoirs semblent liés à ses émotions, notamment lorsqu'il avoue ses sentiments. Marie, un peu perdue, écoute attentivement. Xion décide alors de tenter autre chose. Il réfléchit à d'autres émotions fortes, comme la joie, l'excitation ou l'anticipation. Après un moment de concentration, il réussit enfin à briller de manière consciente, même si cela ne dure que quelques secondes. Marie est impressionnée par ses progrès, et Xion est ravi d'avoir provoqué un phénomène qui défie la logique. Il en conclut que la magie existe bel et bien. Xion compare son expérience à celle des anguilles électriques, qui possèdent un organe spécial leur permettant de percevoir et de générer des champs électriques. Il suppose que les habitants de ce monde pourraient avoir un mécanisme similaire pour percevoir et produire de l'énergie magique. Il nomme cette capacité état de charge magique, décrivant la capacité consciente d'émettre de l'énergie magique. Regardez le visage du protagoniste après avoir utilisé un peu de magie, c'est un rêve devenu réalité. Marie ne peut s'empêcher d'être heureuse pour son frère, car elle ne l'avait jamais vu aussi joyeux. Après un certain temps, on apprend que le protagoniste est en état de charge magique depuis plus d'1 mois. Grâce à cela, il a découvert plusieurs choses. Premièrement, pour entrer dans cet état, une émotion intense est nécessaire, mais maintenir une telle émotion est extrêmement difficile. Bien que, selon lui, s'il s'agit de colère, il pourrait probablement la maintenir plus longtemps. Deuxièmement, le nombre de fois par jour où l'on peut entrer dans cet état est limité, car utiliser toute son énergie magique disponible entraîne une fatigue soudaine. Troisièmement, si l'on pousse ses capacités magiques jusqu'à la limite, lors de la prochaine utilisation, cette capacité aura augmenté. Quatrièmement, cet état, tout comme les sphères d'énergie, n'est pas visible pour ceux qui n'ont pas d'aptitude magique. Ceux qui en ont peuvent le voir et ressentir une chaleur en touchant cette énergie. Enfin, cinquièmement, et c'est le plus problématique, Xion ne peut pas projeter de sphère de lumière. Il pense que son niveau d'énergie est si faible qu'il ne peut qu'illuminer son corps, ce qui le rend incertain sur ses capacités. Il craint d'avoir moins de magie qu'un poisson. Malgré ce sentiment de stagnation, il refuse d'abandonner. Il se rappelle que les truites brillent avant de libérer des sphères de lumière. Il décide donc de s'inspirer de ce processus. Xion essaie d'éclairer son corps et de diriger son pouvoir vers son bras droit. Mais c'est très difficile, invoquer des émotions positives est instinctif et émotionnel, tandis que se concentrer sur un membre précis est un acte logique. Ces deux processus opposés sont complexes à synchroniser. Il pense alors à inverser le processus, s'il réunit son pouvoir dans sa main droite, cela pourrait le rendre heureux. Et ça marche. Xion réussit, et il ne peut s'empêcher de ressentir une grande satisfaction. Il tente de frapper avec cette énergie, mais finit par se blesser. Bien qu'il n'ait pas pu détruire quoi que ce soit, il est heureux d'avoir généré une lumière puissante. Xion appelle cela l'accumulation magique, et le fait de le faire consciemment, l'état d'accumulation magique. Il est ravi de cette avancée et continue de s'entraîner jusqu'à épuisement. Le lendemain, Xion, Rose et Gawain, son père, participent à un entraînement d'escrime. Gawain les avertit de prendre cet exercice au sérieux. Même une épée en bois peut être dangereuse. Xion proteste, disant qu'il ne veut pas se battre, donc apprendre l'escrime lui semble inutile. Mais son père lui explique qu'une épée ne sert pas qu'à combattre des personnes, des monstres dangereux rôdent en dehors du village, et il devra se défendre. Rose montre de grandes aptitudes et Gawain lui dit qu'avec un entraînement rigoureux, elle deviendra une grande épéiste dans un futur proche. Puis vient le tour de Marie, qui est très rapide et talentueuse avec l'épée. Cependant, son père la surpasse aisément. Il la félicite pour son attaque surprise mais lui conseille de réduire l'amplitude de ses mouvements. Il l'encourage à continuer, affirmant qu'elle aussi deviendra une combattante exceptionnelle. Pendant ce temps, Xion retourne à ses propres exercices. Il se concentre sur l'idée que libérer la magie accumulée dans sa main droite le rendra heureux. Malheureusement, il n'y parvient pas encore. Le protagoniste se demande s'il fait quelque chose de mal. Avant, il atteignait rapidement ses limites après seulement quelques essais d'accumulation magique. Maintenant, il peut essayer jusqu'à 20 fois sans que cela ne donne de résultat. Déçu, il envisage de faire une pause et de revoir ses méthodes. Son père frappe alors à la porte et lui demande s'il est occupé. Xion répond que non,
et son père lui propose de l'accompagner pour une promenade à Historia. Historia est une ville située dans la région d'Heth, là où vivent Xion et sa famille. Bien que ce soit la ville la plus proche, le trajet a été difficile pour Marie. Gawain explique qu'ils sont venus pour faire des courses, passer à la forge, puis rentrer chez eux. Il demande à ses deux enfants de ne pas s'éloigner, car il serait facile de se perdre. Xion, un peu déçu, avait espéré trouver des indices sur la magie, mais en tant qu'enfant, il doit rester près de ses parents. Cependant, il décide de noter tous les lieux intéressants pour y revenir une fois adulte. Pendant qu'ils attendent leurs parents, Xion remarque que Marie semble agitée et lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui répond que non, qu'il doit s'imaginer des choses. Les courses terminées, il se dirige vers la forge. Là, Gawain tombe sur Grast, un vieil ami. Grast demande s'il est venu pour récupérer sa commande, une épée très résistante destinée à Marie. Il se présente aux enfants comme un ancien camarade de leur père et, après une plaisanterie avec Gawain, il apporte l'épée. Marie reçoit son cadeau, une épée légère et facile à manier, parfaite pour elle. Elle ne peut cacher son excitation devant une arme aussi incroyable. Sur le chemin du retour, Marie se sent coupable d'avoir été la seule à recevoir un cadeau. Elle s'excuse auprès de Xion, qui lui rappelle que c'est son anniversaire, qu'il est plus jeune, et qu'il ne veut pas d'épée de toute façon. Marie lui dit qu'il devrait être un peu plus égoïste parfois, mais Xion répond qu'il l'est déjà, puisqu'il l'a convaincu de participer à ses expériences magiques. Alors qu'il marche, Xion aperçoit quelqu'un portant un objet étrange au loin. Il demande à son père ce qu'il y a dans cette boutique. Gawain lui répond que ce n'est rien d'important et qu'il n'a pas besoin de savoir. Xion s'excuse, mais il est convaincu qu'il a vu un panneau indiquant vente de fées sur cette boutique. Alors qu'un bûcheron tente de rentrer chez lui pour éviter que son bois ne soit abîmé par la pluie, il croise un homme terrifié. Ce dernier lui explique qu'il vient de tomber sur des gobelins, qui pourraient s'en prendre aux habitants. Il est donc urgent de demander de l'aide. Pendant ce temps, le protagoniste continue de s'entraîner avec sa magie. Il parvient désormais à maintenir son énergie dans sa main pendant 10 secondes grâce à l'aide précieuse de Marie. Cependant, il sait que ce n'est pas suffisant, accumuler de l'énergie ne signifie pas forcément pouvoir l'utiliser efficacement. Marie, admirative de sa magie, l'encourage à matérialiser le sort qu'il désire tant. Le protagoniste rêve de magie réelle, comme une boule de feu ou un éclair puissant, mais il réalise que tout repose sur l'émotion, la volonté et le désir, et sur la manière de connecter ces éléments aux phénomènes naturels. Tandis qu'il réfléchit profondément, Marie tente de l'interrompre, quelque chose se passe en bas. Il descend et découvre plusieurs hommes en discussion avec son père, qui annonce une mauvaise nouvelle, des gobelins sont apparus. Xion, le protagoniste, est intrigué et un peu excité à l'idée d'en apprendre davantage sur ces créatures. Mais son père est préoccupé par le danger qu'ils représentent. Xion voit cette situation comme une opportunité d'enquêter sur la magie en observant les gobelins. Cependant, il ne comprend pas pourquoi tout le monde semble si tendu, sachant que les gobelins sont généralement considérés comme des ennemis faibles. Gawain, le père, annonce qu'il va rassembler toutes les femmes et les enfants de la région dans leur maison pour les protéger. Il ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur, car sortir serait trop risqué. Marie, bien qu'effrayée, promet de protéger son petit frère. Avant que Gawain ne parte, Xion lui demande si les gobelins sont suffisamment intelligents et forts pour grimper au 2e étage de la maison. Son père répond que non, les gobelins sont plutôt stupides, et avec la pluie rendant le mur extérieur glissant, cela semble impossible. Xion propose alors de renforcer les entrées et de cacher tout le monde au 2e étage. Gawain approuve le plan, et en 2 heures, tous les villageois et la famille de Xion se réfugient dans la maison. Cependant, un gobelin finit par apparaître à l'extérieur. Il commence à gratter la porte avec insistance. Xion sait que ce n'est pas son père, qui devait donner un signal pour entrer. La tension monte encore d'un cran lorsque la créature brise une fenêtre et commence à s'approcher de l'endroit où tout le monde se cache. La situation devient critique, chacun doit garder un silence absolu pour ne pas attirer l'attention du gobelin. Après un moment qui semble durer une éternité, le monstre semble se retirer. Tout le monde commence à se détendre, mais soudain, un coup de tonnerre éclate. Une femme, terrifiée, pousse un cri, alertant immédiatement le gobelin qu'il y a bel et bien des personnes dans la maison. Alors que le gobelin commence à frapper violemment la porte en bois, il finit par la détruire et entre dans la pièce. Tout le monde est paralysé par la peur, et la mère de Xion, sous le choc, supplie la créature d'épargner les enfants. Malheureusement, elle trébuche et tombe au sol, ce qui amuse le gobelin. Xion comprend que cette créature sait qu'elle est la plus forte ici, et c'est pourquoi elle se moque ouvertement. Marie, déterminée, sort son épée et se prépare à se battre. Bien que Xion lui dise que c'est une mauvaise idée, elle insiste pour tenir sa promesse de le protéger. Mais d'un simple mouvement, le gobelin lui arrache son arme et s'apprête à l'attaquer. C'est alors qu'Emma, la mère de Xion, s'interpose pour protéger sa fille et se fait grièvement blesser. Le gobelin, impitoyable, n'a pas l'intention de s'arrêter. Face à cette scène, Xion réalise qu'il est sur le point de perdre sa famille. Désespéré, il se jette sur le gobelin et attrape son bras, même en sachant que cela ne servira probablement à rien. Mais soudain,
il remarque une lueur, de l'énergie magique commence à se manifester. Il décide de concentrer davantage d'énergie, et, à sa grande surprise, le bras du gobelin commence à brûler. Personne d'autre ne semble comprendre ce qui se passe, mais Xion refuse d'abandonner. Il utilise cette même énergie sur la tête de la créature et parvient finalement à la vaincre. Après ce moment de tension extrême, il ne sait pas lui-même ce qu'il vient de faire. Mais ce qui le trouble le plus, c'est le regard des autres, qui le fixent comme s'il était lui-même un monstre. Rose, l'une des villageoises, le remercie pour avoir sauvé tout le monde, ce qui le réconforte un peu. Cependant, son attention se tourne immédiatement vers Emma, qui est gravement blessée. Pas la cause de la perte de sang, elle est dans un état critique. Xion sait qu'il doit agir vite pour arrêter l'hémorragie. Heureusement, d'autres personnes arrivent pour l'aider à la déplacer dans une chambre. Xion demande si quelqu'un connaît des bases en médecine, mais personne n'a de connaissances suffisantes. Il se remémore alors les pratiques médicales de son ancien monde et demande si quelqu'un sait coudre. Une jeune femme se porte volontaire. Xion lui demande de rassembler des linges propres, des outils de couture, et un peu de liqueur, tout en ordonnant de déplacer le cadavre du gobelin. Un enfant s'approche pour remercier Xion de les avoir sauvés, ce qui lui donne du courage. Après avoir examiné les blessures d'Emma, il constate avec soulagement qu'elles ne sont pas aussi profondes qu'il le craignait. Cependant, il craint que les griffes du gobelin ne soient empoisonnées. Malgré tout, il décide de tenter le tout pour sauver sa mère. Il explique à la couturière qu'il faut suturer la plaie pour arrêter le saignement, même si cette idée semble étrange dans ce monde où les méthodes médicales se limitent souvent à des plantes et de l'eau chaude. Bien qu'hésitante, elle finit par accepter après que Xion lui explique que c'est leur seule chance de sauver Emma. Avec son aide, ils parviennent à stabiliser la blessure. Emma, bien que faible, semble sourire, ce qui soulage tout le monde. Xion remercie la couturière, mais cette dernière lui demande si sa mère va vraiment s'en sortir. Il répond qu'Emma devra passer par une longue période de récupération, mais qu'elle guérira complètement. Marie, bouleversée, fond en larmes et serre Xion dans ses bras, soulagée que tout soit enfin terminé. Xion, bien que fatigué, la réconforte en lui assurant que tout ira bien. Les hommes du village arrivent enfin et expliquent qu'ils ont découvert une madriguère de gobelins dans une forêt proche. Ils en ont éliminé 2, mais, après avoir repéré davantage de traces, ils ont préféré revenir rapidement au village. Bien que le combat ait causé des blessés, heureusement, aucune vie n'a été perdue. Impressionnant de voir comment seulement 3 gobelins ont pu mettre tout un village sur le qui-vive. Heureusement, la paix est revenue. De retour chez Xion, le médecin annonce qu'Emma est hors de danger. Malgré la profondeur de la blessure, aucun organe ni os n'a été touché. Il se dit surpris de voir une couture aussi soignée et demande si quelqu'un présent a des connaissances médicales. Gawain, le père de Xion, répond vaguement que oui, sans entrer dans les détails. Emma devra cependant se reposer longuement. Marie, pleine de remords, s'excuse auprès de sa mère, pensant que sa témérité est la raison de son état. Mais Emma la rassure en lui disant qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle a simplement tenté de protéger tout le monde, et qu'elle est fière de son courage. Plus tard, Gawain discute avec Xion. Les villageois lui ont raconté toute l'histoire, ce qui confirme ce que Xion avait déjà dit. Gawain se demande alors comment un garçon si jeune a su quoi faire dans une situation aussi critique, et surtout, d'où lui viennent ses connaissances en médecine. Xion, mal à l'aise, ne peut pas révéler qu'il était un Japonais de 30 ans dans une vie antérieure. Il répond simplement que c'était une intuition. Gawain enchaîne avec une autre question, comment Xion a-t-il vaincu le gobelin? Le silence du garçon le pousse à demander si les brûlures sur le gobelin étaient causées par de la magie. Xion, surpris, admet que c'est le cas. Gawain explique qu'il se doutait que la magie était impliquée, car bien que Xion soit intelligent et mature, il ne l'avait jamais vu poser autant de questions sur ce sujet auparavant. Xion hésite, mais demande à son père s'il serait prêt à croire son histoire s'il lui expliquait tout. Gawain répond qu'il n'en est pas sûr, mais qu'il est disposé à l'écouter. Marie intervient, expliquant que Xion a beaucoup étudié la magie, ce qui ne plaît pas à Gawain. Ce dernier craint que, si cela venait à se savoir, les habitants pourraient commencer à le pourchasser à cause de ses capacités. Gawain met en garde Xion, dans ce monde, certaines choses ne doivent jamais être apprises ni explorées. Il lui demande donc d'abandonner ses recherches sur la magie, qu'il considère comme un pouvoir trop dangereux. Marie s'oppose fermement à cette idée, affirmant que c'est grâce aux connaissances de Xion qu'ils ont tous survécu, y compris Emma. Malgré cela, Gawain insiste pour que Xion abandonne. Xion, de son côté, se remémore tout ce qu'il a accompli pour protéger sa sœur et ses proches. Il décide qu'il ne peut pas abandonner ses recherches sur la magie. Il explique à son père qu'il comprend ses inquiétudes, mais qu'abandonner la magie serait renoncer à ce qui le rend heureux. Furieux, Gawain lui demande de réfléchir, arguant qu'il n'est qu'un enfant vivant dans des fantasmes. Xion, résolu, répond qu'il est prêt à être désavoué s'il le faut. Pris de court, Gawain lui demande s'il est vraiment prêt à continuer malgré les moqueries ou les risques. Xion confirme qu'il s'en fiche complètement. Face à cette détermination, Gawain cède, mais pose une condition, Xion devra lui rapporter chaque progrès et chaque découverte.
Si jamais ses recherches deviennent trop dangereuses, Gawain n'hésitera pas à intervenir. Xion est abasourdi lorsque son père ajoute qu'il le soutiendra désormais pour qu'il réalise son rêve. Une fois le feu de camp allumé, le protagoniste décide de tester quelque chose en utilisant son accumulation. Il finit par se brûler, mais heureusement, il y a un peu d'eau à disposition. Ce n'était pas une expérience agréable, mais Xion dit avoir compris quelque chose. Il voulait voir ce qui se passerait s'il touchait un phénomène naturel comme le feu avec son énergie magique. Le résultat est surprenant, les flammes rouges deviennent bleues et se propagent grâce à son accumulation. Son père, bien qu'incapable de voir ce qui s'est passé, comprend que quelque chose a eu lieu et n'a d'autre choix que de le croire. Xion réalise alors que cela pourrait être similaire à la magie du feu qu'il a toujours voulu maîtriser. Avec de l'entraînement, il pense pouvoir progresser. Il commence donc à s'exercer avec son père, observant les variations de la fumée, de la température et de la couleur des flammes, tout en affinant son énergie magique. Malgré de nombreuses tentatives, il ne parvient pas à obtenir le résultat espéré. Heureusement, son père continue de le soutenir et part chercher des boissons. Pendant ce temps, Rose demande à Xion s'il est en train d'expérimenter avec la magie. Il lui raconte tout ce qui s'est passé, ce qui la surprend énormément. Il lui promet de lui montrer bientôt ses progrès, mais seulement en présence de son père. Rose se réjouit que Gawain soit si compréhensif, et Xion aussi. Il en profite pour la remercier des mots qu'elle lui avait adressés lorsqu'il avait vaincu le gobelin, car sans eux, il n'aurait peut-être pas eu le courage de continuer. Rose, touchée, lui répond qu'en réalité, c'est elle qui lui est reconnaissante, car il les a littéralement sauvés de la mort. Le sujet change lorsque Rose se demande où se trouve Marie. Elle découvre que cette dernière s'entraîne à l'épée, car elle ne supporte pas ce qui s'est passé lors de l'attaque du gobelin. Elle avait promis de protéger son petit frère, mais sa faiblesse l'en a empêché. Elle s'entraîne donc intensément pour ne plus jamais échouer dans cette mission. Xion fait le point sur ce qu'il a appris. Premièrement, plus il accumule d'énergie magique, plus les flammes de sa main deviennent grandes. Plus il en dépense, plus la magie est puissante. Deuxièmement, il a essayé avec d'autres sources de chaleur en dehors du feu, et à sa surprise, il y a eu une réaction similaire. Tant que la température est élevée, sa main s'enflamme. Troisièmement, s'il touche le feu lorsqu'il est chargé magiquement, les flammes se propagent. Enfin, même s'il couvre sa main avec un gant, l'accumulation traverse le tissu, ce qui a conduit à brûler le gant lors de ses expériences avec le feu. Pour le moment, il semble que cette magie fonctionne comme une substance inflammable, mais elle reste instable et sans application pratique. Son objectif de contrôler le feu est encore hors de portée. Il aimerait pouvoir projeter des sphères d'énergie avec ses mains, comme les truites le font, mais cela semble impossible pour l'instant. C'est alors que Marie intervient, expliquant qu'elle y parvient sans difficulté et le lui prouve immédiatement, laissant Xion sous le choc. Elle avait essayé après qu'il lui en ait parlé, et cela avait fonctionné. Même Rose réussit facilement. Xion tente à son tour et parvient à accomplir la première étape. Rose lui conseille alors d'imaginer qu'il attire l'énergie loin de la paume de sa main. Il comprend qu'il ne doit pas libérer toute son énergie d'un coup, mais seulement une petite quantité. Finalement, il y parvient. Son père, bien qu'incapable de voir ce qu'il fait, semble deviner qu'il a réussi. Immédiatement, ils sortent pour poursuivre l'expérience. Son père lui demande s'il a besoin qu'il allume un feu, mais Xion a réfléchi à une autre solution. Il sort une pierre à feu portable, active sa magie et, d'un seul geste, expulse sa toute première boule de feu. L'instant est incroyable, même son père perçoit l'exploit et ne peut cacher son excitation. Xion est fou de joie. Même si ce n'est qu'un petit pas, il a enfin réalisé le début de son rêve. Après plus de 30 ans à aspirer à utiliser la magie, il y est enfin parvenu. Il affiche un large sourire peut-être un peu étrange, au point d'effrayer légèrement son père. Plus tard, il décide de baptiser sa magie de feu Flar. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, mais il espère bientôt faire des progrès significatifs. Un mois après l'attaque des gobelins, tout semble aller pour le mieux. Le protagoniste, cependant, est épuisé. Utiliser Flar exige une concentration constante sur son énergie magique, et plus il tente de l'ordonner consciemment, moins il parvient à libérer de puissance. Il doit manifestement trouver une autre méthode. Son entraînement est interrompu lorsqu'il entend sa sœur s'entraîner avec acharnement. Ses mains sont blessées, mais elle n'y prête aucune attention, déterminée à devenir plus forte le plus rapidement possible. Malgré les supplications de son père et de Xion pour qu'elle se repose, elle refuse catégoriquement. Lorsque Xion insiste, elle réagit mal, mais se ravise immédiatement et lui promet qu'elle se reposera plus tard. Pendant ce temps, Xion parle à son père d'un concept inexistant dans ce monde, l'électricité. Il explique que c'est un phénomène similaire à la foudre et se demande si une créature locale pourrait en générer. Son père lui répond que non, mais il se souvient que Grast lui avait parlé d'un phénomène ressemblant à un éclair. Intrigué, Xion décide d'en savoir plus et propose à sa sœur de l'accompagner. Elle refuse, prétextant être occupée. En arrivant chez Grast, celui-ci lui parle du minéral de foudre. Gawain exprime son intérêt pour cet élément, mais le forgeron explique qu'il est difficile à obtenir et à transporter en raison de son instabilité. Il est souvent abandonné sur place pour éviter tout risque.
Xion comprend qu'il doit tirer parti de cette opportunité et demande à Grast s'il existe un arbre à sève blanche dans la région. Il fait référence à l'EVA, mais il semble qu'il n'y en ait pas ici. Il envisage alors d'autres isolants comme le verre, mais il ne veut pas prendre de risques sans en connaître la résistance. Il demande ensuite s'il existe un minéral nommé mica, qui se présente sous forme de fines couches transparentes ressemblant à du cristal. Grast pense à un matériau appelé cristal de papier et en possède justement un échantillon, qu'il trouve particulièrement esthétique. Xion explique que le mica sert à fabriquer des plaques isolantes et se demande s'il peut en faire autant avec ce cristal. Cependant, il ignore encore comment le manipuler correctement. Le forgeron s'interroge sur ses intentions, mais Gawin assure que Xion ne pense pas comme un enfant ordinaire. Il pourrait bien concevoir quelque chose d'exceptionnel. Xion cherche à obtenir un cristal de papier plus grand, et Grast lui recommande d'aller au district commercial, où il pourra en acheter de toute taille. Il apprend qu'un spécimen de bonne dimension coûte environ 4000, une somme conséquente, suffisante pour qu'une famille entière dîne dans un restaurant de qualité. Contre toute attente, son père accepte immédiatement de le lui acheter. Xion proteste en raison du prix élevé, mais Gawin insiste, expliquant qu'il ne lui a jamais rien demandé auparavant. Maintenant qu'il peut lui faire plaisir, il le fait volontiers. Une fois le minéral de foudre en sa possession, Xion se prépare à expérimenter sous les yeux de ses parents. Sa mère est particulièrement enthousiaste, impatiente de voir les capacités de son fils. Il lance sa magie et assiste à une réaction inattendue. Tout se passe si vite que ses parents croient à un échec et l'encouragent à ne pas abandonner. Mais en réalité, Xion affiche un sourire qui en dit long. Il a atteint son objectif. Son énergie magique, en entrant en contact avec le minéral de foudre, ne s'est pas enflammée mais a produit une multitude d'étincelles. Cela prouve que l'énergie magique ne possède pas seulement des propriétés inflammables, elle imite et amplifie les phénomènes qu'elle touche. Le rêve de Xion d'utiliser plusieurs types de magie ne semble plus aussi irréalisable qu'il le pensait. Le véritable défi est maintenant de transformer cette énergie en un courant électrique et de pouvoir projeter des éclairs depuis ses mains. Cependant, un problème majeur persiste, dès que son énergie touche le minéral de foudre, elle explose immédiatement. Tant qu'il ne résout pas cela, il restera bloqué. Il commence à douter, sentant qu'il fait quelque chose de mal. Mais soudain, une nouvelle idée lui vient à l'esprit. Après réflexion, il réalise qu'il n'est pas obligé de donner à sa magie une forme sphérique. Il commence donc à émettre son énergie sous différentes formes, découvrant ainsi qu'il s'était inconsciemment limité. Alors qu'il aurait pu dès le départ la modeler à sa guise, il s'était obstiné à reproduire les mêmes schémas. Enthousiaste, il veut immédiatement partager cette révélation avec sa sœur, mais il se rend compte qu'elle n'est pas dans sa chambre. De plus, elle a retiré ses bandages. Inquiet, il part à sa recherche et finit par la retrouver en plein entraînement contre un arbre. À cet instant, tout devient clair pour lui. Il comprend qu'elle l'a toujours soutenu lorsqu'il apprenait la magie, alors que lui, de son côté, avait été arrogant en pensant qu'elle n'avait pas besoin de se donner autant de mal avec l'escrime. Il s'excuse sincèrement. Mais Marie lui répond que ce n'est pas grave. Certes, elle s'est parfois demandé pourquoi il ne l'encourageait pas autant qu'elle l'avait fait pour lui, mais elle a vite compris qu'il n'y était pour rien. Elle lui avoue alors qu'en réalité, c'est elle qui l'envie. En tant que sœur aînée, elle s'était promis de toujours le protéger. C'est pour cela qu'elle l'a toujours soutenu et qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Cependant, le fait d'avoir été incapable de faire quoi que ce soit face au gobelin la remplit de frustration. Elle voudrait être plus forte, avoir plus de courage pour affronter les épreuves qui se dresseront sur son chemin et ainsi être capable de le protéger. Mais elle trouve cela incroyablement difficile. Touchée par ses paroles, Xion la serre dans ses bras et s'excuse à nouveau de ne pas avoir été plus présent pour elle et de ne pas avoir compris ses sentiments plus tôt. Marie, à son tour, s'excuse pour son comportement envers lui. Dans une étreinte sincère, ils se promettent de progresser ensemble et de s'améliorer, chacun à leur manière. Xion nous raconte que, depuis sa réconciliation avec sa sœur, elle est devenue beaucoup plus collante que d'habitude. Comme il a besoin de son espace, il lui demande de s'éloigner un peu, car il doit être seul pour expérimenter avec sa magie. Il nous explique ensuite que, grâce à ses nouvelles connaissances, il a découvert qu'il peut étendre son énergie ainsi que sa portée, bien que celle-ci devienne plus faible. En d'autres termes, plus il disperse son énergie, plus son pouvoir magique s'affaiblit. Il vient de vérifier que, lorsqu'il comprime sa magie, la puissance de son flare augmente considérablement. Il décide alors de baptiser cette technique gaz flare. D'un autre côté, sa magie électrique ne produit qu'une faible lueur, probablement parce que son volume est trop réduit. Grâce à ses recherches, Xion a réussi à modifier la forme de son énergie au moment où il l'émet. Il vient d'utiliser sa magie sur un minerai électrique, qui a alors libéré une grande quantité d'énergie en direction du protagoniste, sans toutefois lui causer de dommages. Il explique aux filles ce qui vient de se passer et sent qu'il est sur le point de faire une découverte majeure, mais il lui manque encore quelque chose. Soudain, Grast arrive avec le père du protagoniste, et ils commencent à discuter. Gawin demande à son fils s'il se souvient de l'extraction du minerai de foudre. Après cet événement, Grast a utilisé les connaissances de Xion pour extraire le même minerai.
Comme il était jusqu'alors impossible de le transporter, il l'a ramené chez lui et a tenté d'en faire commerce. Cependant, cette pratique est mal vue, et Grast s'excuse pour cela. Le protagoniste lui dit qu'il ne voit pas de problème, mais Grast ne comprend pas, car il a exploité son idée sans son consentement, ce qui est mal. Pourtant, le protagoniste ne semble toujours pas gêné par cela. Mais Gawain précise que ce n'est pas le seul sujet à discuter. Ils se rendent alors dans un entrepôt rempli de minerais de foudre. Gawain explique que ces pierres sont très dangereuses à utiliser comme source de lumière et peu pratiques. Si, au début, certaines personnes en ont acheté, plus personne ne s'y intéresse aujourd'hui, et Grast n'a rien vendu. De plus, il a reçu des plaintes concernant le bruit causé par ces minerais. S'il ne trouve pas une solution dans les 3 jours, il ne pourra plus louer l'entrepôt. Grast sait que Chion peut trouver une solution, c'est pourquoi il lui demande de l'aide. À la surprise générale, le protagoniste accepte volontiers de réfléchir à un moyen de résoudre ce problème, mais il précise qu'il ne garantit pas de réussir, donc mieux vaut ne pas se faire d'illusions. Il demande alors pourquoi les pierres sont si espacées et décide de tester quelque chose. Il nous montre ensuite le métal obtenu après le raffinage et la fonte du minerai de foudre. Le protagoniste se demande si, en les heurtant, ces métaux produiraient des étincelles électriques. Après vérification, il se rend compte que non. Il cherche alors à savoir à quel moment du processus les éclairs ont cessé d'apparaître. Le forgeron pense que c'est lorsqu'il a calciné le métal pour le faire fondre. Cette réflexion intrigue Chion, qui demande à son père s'il peut essayer quelque chose. Gawain accepte, et le protagoniste utilise alors son flar, qui s'illumine d'une flamme bleue. Grast est sous le choc et demande immédiatement une explication. Le protagoniste lui répond que c'est de la magie et lui donne tout le contexte. Grast, bien que stupéfait, finit par croire le protagoniste, car il vient de voir de ses propres yeux sa magie en action. Il se demande alors si, en raffinant le métal avec ce feu spécial, le résultat serait différent. Chion n'a pas de réponse certaine, car il commence à peine à étudier la magie. N'ayant pas d'autre choix, le forgeron décide de tester cette méthode. Comme cela prendra environ 1 heure, il propose à tout le monde d'attendre dehors, mais le protagoniste préfère rester pour observer le processus, et bien sûr, si Chion reste, Marie aussi. Après un long travail, Grast finit par obtenir un résultat. Cette fois, les 2 morceaux de métal réagissent bel et bien, un éclair jaillit sous les yeux émerveillés de tous. Le protagoniste réalise ainsi une avancée majeure dans ses expérimentations et bâtit ce nouveau matériau acier de foudre. Tout le monde se met alors à travailler pour produire davantage d'acier de foudre, mais c'est surtout Grast qui a fourni le plus d'efforts, forgeant sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits. Grâce à cela, Chion présente maintenant de nouveaux produits, la lampe de foudre, capable d'émettre une puissante lumière, même dans l'obscurité la plus totale. Il suffit d'enlever un isolant au centre pour qu'elle brille intensément. Le silex de foudre, qui permet d'allumer un feu bien plus facilement qu'un silex ordinaire. Ces 2 objets seront disponibles dans la boutique de Grast, et de nombreuses bonnes choses s'annoncent. Les parents de Chion sont très fiers de lui, admirant son talent et son ingéniosité. Marie est également ravie pour son frère, mais elle affirme qu'elle savait déjà à quel point il était brillant depuis le début. Grast, quant à lui, se demande comment un garçon a pu avoir une idée aussi géniale et le félicite. Mais alors qu'il s'apprête à dire quelque chose, Gawain l'interrompt brusquement, lui demandant de se taire, ce qui surprend le protagoniste et crée un moment de malaise. Le forgeron s'excuse, et pour alléger l'ambiance, Emma propose d'aller tous déjeuner après cette dure journée de travail. Chion est curieux de savoir ce que Grast voulait dire, mais pour l'instant, il est temps de rentrer. Avant de partir, le forgeron lui promet une récompense pour toute l'aide qu'il lui a apportée. Marie demande ce qu'il entend par récompense, et le protagoniste explique que lorsqu'il fabriquait la lampe et le silex, une idée lui est venue en tête. Quelques jours plus tard, on apprend que les produits ont été un énorme succès et se sont vendus en un clin d'œil. Les filles demandent au protagoniste ce qu'il compte faire aujourd'hui. Il répond qu'il va poursuivre ses recherches. Il rappelle que le feu ne peut pas brûler sans oxygène et s'éteint lorsqu'il est enfermé dans un espace clos. Mais qu'en est-il du feu magique? Il décide de tester en utilisant son flar sur une bougie. Marie pense que la flamme ne s'éteindra pas, tandis que Rose est persuadée du contraire. Après un moment, il constate que la flamme magique reste allumée. Cela signifie qu'elle n'a pas besoin d'oxygène, mais personne ne comprend pourquoi. Chion suppose que l'énergie magique peut simplifier certains phénomènes, peu importe les conditions extérieures. Marie lui demande comment il pourrait exploiter cela, mais il n'a pas encore de réponse. Cependant, le mot combustible vient de lui donner une idée. Il lance son flar en l'air et demande à Marie d'envoyer une sphère d'énergie pour la percuter. L'impact déclenche une explosion, heureusement pas assez puissante pour être dangereuse. Rose, inquiète, lui demande s'il savait que cela allait arriver. Chion admet qu'il n'en avait aucune idée. Cette expérience le plonge dans une réflexion intense sur le feu, l'oxygène, l'électricité et le flux de courant. Il se rend alors auprès du minerai de foudre et y applique son énergie. C'est là qu'il comprend quelque chose d'essentiel, ce n'est pas de la pure énergie magique, mais une interaction entre l'air et l'énergie magique.
Il en conclut que l'énergie magique peut amplifier les propriétés des éléments avec lesquels elle interagit. Ce qui le rend encore plus heureux, c'est qu'il vient de réaliser une découverte majeure. Il nomme cette fusion magie composite. Quelques jours plus tard, Grast lui apporte un objet qu'il lui avait demandé de fabriquer, une paire de gants faits de cristal de papier, un excellent isolant, ainsi que d'un cuir de haute qualité résistant au feu. Enfin, il passe à l'étape suivante de son expérience, il envoie des éclairs pour observer leur réaction. Et cette fois, ça marche. Il vient de créer sa propre compétence, Bolt. Son père, Gawain, est impressionné, même s'il ne peut pas voir la magie. Marie félicite son frère, affirmant que c'est la chose la plus incroyable qu'il ait faite jusqu'à présent. Xion, submergé par l'émotion, se met à pleurer de joie. Pendant la nuit, il surprend une conversation entre son père et Emma, où Gawain révèle que Xion est un enfant exceptionnel, mais surtout qu'il n'est pas réellement leur fils. Un mystérieux individu leur aurait confié la garde de lui et de Marie. Un énorme mystère vient d'être dévoilé, et ça promet pour la suite. Le protagoniste continue son entraînement, et le Bolt s'est amélioré en puissance, en portée et en précision. Xion remercie les deux filles de l'accompagner toujours, et Marie lui répond que c'est normal puisqu'il est de son devoir de grande sœur. Ces paroles rappellent au protagoniste ce qu'il a entendu cette nuit-là, et il sait désormais qu'il n'est plus son frère. Il ne peut s'empêcher de repenser aux propositions que Marie lui a faites il y a quelque temps, mais il sait que rien de tout cela n'est correct. Pendant la nuit, il comprend que penser à ce genre de choses n'est pas une bonne idée et décide donc de se concentrer uniquement sur la magie. Il nous explique alors qu'il a fait quelques découvertes, notamment que combiner deux sphères d'énergie magique augmente leur quantité et leur densité, donnant ainsi naissance à la magie synergique. La version améliorée du Flar utilisant la magie synergique s'appelle le Twin Flar, tandis que la version améliorée du Bolt devient le Lightning Bolt. Enfin, en ajoutant encore plus d'énergie magique au Flar, il obtient le Bomb Flar. Le lendemain, Xion se rend au lac pour expérimenter. Il essaie d'utiliser la magie, mais les filles ne comprennent pas ce qu'il fait. Il leur explique que l'expérience de l'autre jour lui a permis de découvrir qu'en émettant de l'énergie dans l'atmosphère, celle-ci acquiert les propriétés de l'air. Alors, il s'est demandé ce qui se passerait s'il émettait de l'énergie magique sous l'eau. Cependant, pour l'instant, rien ne fonctionne. Il décide donc de changer d'approche pour voir si quelque chose donne un résultat. Un peu plus tard, on voit que l'eau commence à bouger. Il a donné l'ordre à son énergie de soulever l'eau, ce qui confirme ses soupçons, sa magie réagit aussi avec l'eau. C'est une découverte excitante, mais pour le moment, cette réaction n'a aucune utilité concrète. Il se demande néanmoins si l'eau présente dans l'atmosphère pourrait être utilisée. Il prévient alors les filles de faire attention, Xion tente de rassembler l'eau de l'atmosphère, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas. Toutefois, il remarque que sa main semble légèrement plus humide. Il décide alors d'essayer avec une sphère d'énergie beaucoup plus grande afin d'attirer une plus grande quantité d'eau. Peu après, on constate que cela fonctionne parfaitement. Marie, intriguée, demande une explication. Xion lui explique qu'il a dispersé son énergie le plus finement possible pour rassembler l'eau sur une zone plus étendue. Il semble que cette méthode consomme moins d'énergie que de déplacer l'eau directement. Lorsqu'elle lui demande comment il compte appeler cette magie, il pense que le nom à quoi serait le plus approprié. Rose et Marie essaient à leur tour et réussissent également avec une relative facilité. Le protagoniste est satisfait de ses avancées avec le feu, l'eau et la foudre, et il considère qu'il est temps de passer à l'étape suivante de ses recherches. Un peu plus tard, on retrouve le groupe à la guilde des aventuriers. Grast leur demande s'ils sont sûrs de vouloir s'inscrire. Marie, bien que légèrement effrayée, sait qu'il est temps de surmonter ses peurs. Sinon, elle ne pourra jamais devenir forte ni protéger son frère Xion. Elle demande à Grast de ne pas en parler à leur père. En entrant dans la guilde, Grast se présente comme un aventurier de niveau platine et demande l'enregistrement de ses 3 compagnons. La réceptionniste accepte, mais demande si les 2 adultes présents les recommandent. Elle fait référence à Grast et à Gawain. Contre toute attente, Gawain répond qu'il les recommande, et on découvre alors qu'il est un aventurier de niveau diamant, ce qui surprend tout le monde, y compris la réceptionniste. Cependant, Gawain demande à ses enfants d'accepter une mission de la guilde et leur dit qu'ils en reparleront plus tard. Après avoir rempli les formalités, il interroge tout le groupe sur ce que tout cela signifie. Grast s'excuse d'avoir fait cela sans autorisation, et les autres s'excusent également. Mais Gawain s'y attendait déjà. Xion lui demande s'il savait vraiment qu'ils allaient chasser des monstres. Gawain répond qu'il ne savait pas pour les monstres, mais qu'il se doutait qu'il tramait quelque chose. Comment l'a-t-il découvert? Eh bien, ces derniers jours, chaque fois qu'on posait une question à Marie, elle détournait beaucoup le regard. Ce n'était donc pas difficile de deviner. Il veut maintenant savoir pourquoi ils ont décidé de faire quelque chose d'aussi dangereux que chasser des monstres sans même l'en avertir. Aucun des deux ne sait quoi répondre et s'excuse immédiatement. Grast tente de défendre leur décision en disant qu'ils ont leur raison de vouloir partir à l'aventure, mais Gawain préfère entendre la version de ses enfants. Un peu plus tard, après avoir entendu leurs explications, il dit comprendre leur motivation, ils ne veulent pas chasser des monstres juste pour s'amuser. Il est surpris,
mais aussi soulagé que ses enfants aient au moins demandé l'aide d'un adulte fort et fiable pour une telle tâche. Il leur demande à l'avenir de le prévenir lui aussi, afin qu'ils puissent être en sécurité avec 2 aventuriers de haut niveau. Gawain décide donc de les accompagner. Dans la forêt, il tombe sur des monstres absolument horribles. Gawain, seul, s'en débarrasse en quelques mouvements d'épée. Grast n'est même plus surpris, car il semble que Gawain ait toujours été aussi fort. Celui qui est véritablement choqué, c'est Chion, qui n'avait aucune idée que son père était aussi puissant. Malheureusement, ces monstres ne sont pas en état d'être utilisés pour ces expériences. Gawain les prévient que le nombre d'ennemis a seulement diminué pour l'instant, car d'autres monstres arriveront bientôt. Il leur recommande donc de se préparer au combat. En effet, plusieurs créatures font déjà leur apparition. Comme elles sont plus faibles qu'un gobelin, elles sont parfaites pour un premier affrontement. Le mot gobelin rappelle de très mauvais souvenirs à Marie, mais elle sait que ce n'est pas le moment de faiblir. Gawain donne des instructions aux jeunes sur la manière de combattre et conseille à Chion de rester en arrière, car les ennemis ne s'attendront pas à une attaque à distance. Chion sait que la magie serait idéale dans cette situation, alors il décide d'attaquer en premier et parvient instantanément à vaincre un ennemi. Mais un autre monstre fonce sur lui. Comme Chion ne peut pas lancer un sort aussi rapidement, Marie le défend avec son épée. Rose, quant à elle, affronte aussi un ennemi, ce qui laisse à Chion le temps de préparer une nouvelle attaque magique. Le combat semble terminé, mais en réalité, Chion lance un sort juste derrière les filles, car elles viennent d'échapper de peu à une embuscade. Elles le remercient, mais il leur dit que c'est lui qui devrait les remercier pour l'avoir sauvé un peu plus tôt. Marie ressent que ce combat lui a fait du bien, car elle a maintenant un peu plus confiance en elle. Gawain félicite tout le monde pour avoir combattu de manière aussi impressionnante. Mais il est temps de passer à la prochaine tanière. Personne ne s'y attendait, mais Gawain est très enthousiaste et souhaite que ses enfants gagnent un maximum d'expérience en combat réel. Après plusieurs heures, les jeunes sont épuisés, ayant littéralement combattu jusqu'à l'épuisement. Ils ont réussi à éliminer tous les monstres. Malgré leur manque de résistance, ils sont ravis de découvrir qu'ils ont les qualités nécessaires pour se battre. Pendant que les adultes partent récupérer le butin, ils doivent se reposer. Cependant, Chion sent quelque chose à l'intérieur d'une des tanières. Il veut entrer, mais les filles ne sont pas très rassurées. Finalement, elles cèdent, bien que Rose ait très peur et que Marie ressente un danger imminent. En avançant, Chion aperçoit une lumière inhabituelle. En s'approchant, il découvre qu'il s'agit d'une fée. Personne ne s'y attendait. La question est maintenant de savoir quoi faire avec elle. Chion veut la libérer, et Marie et Rose décident de le soutenir. Lorsqu'ils ouvrent la cage, la fée est surprise et s'envole immédiatement. C'est un moment totalement inattendu pour eux, car ils n'avaient jamais vu de fée auparavant, encore moins une en train de voler. Chion espère simplement qu'elle pourra rentrer chez elle sans problème. Dans la soirée, Chion, Marie et son père rentrent à la maison, mais Emma ne comprend pas pourquoi ils sont dans un état aussi lamentable. Gawain tente de faire comme si de rien n'était, mais elle l'attrape immédiatement pour lui demander des explications. Peu après, la mère leur dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Elle sait déjà qu'ils sont partis chasser des monstres, car Gawain lui a tout expliqué. Ce qui la met en colère, c'est qu'elle connaît trop bien son mari et sait qu'il les aura poussés à combattre pour qu'il gagne le plus d'expérience possible. Gawain est ainsi lorsqu'il s'enthousiasme pour quelque chose. Ce qu'elle n'a pas aimé, c'est de voir l'état dans lequel ils sont rentrés. Emma leur fait comprendre qu'elle les soutiendra dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, mais qu'en échange, ils doivent faire le maximum pour rester en sécurité. Tant qu'ils sont en vie et en bonne santé, elle sera heureuse. Chion et Marie la remercient pour sa compréhension, mais lui demandent aussi pardon de ne pas l'avoir informée plus tôt. Maintenant que tout est réglé, ils décident d'aller prendre un bon bain avant le dîner. C'est une scène des plus normales, bien sûr, mais Chion a un sérieux problème avec cette situation. Il vient de se rappeler que Marie et Rose ne sont pas liées à lui par le sang. Cette pensée le trouble profondément, mais il se met aussitôt à réfléchir à tout ce qu'il a vécu avec sa famille dans ce monde. Tout ce qu'il a fait pour arriver là où il est maintenant. Maintenant, Chion est en train d'affronter un hobgoblin. Il tente immédiatement d'envelopper une pellicule magique avec la pression de l'air, puis d'augmenter sa puissance afin de créer une bourrasque. Avec cela, il envoie littéralement le monstre valser. Il nous explique que cette technique s'appelle Blow, une magie de l'air. Évidemment, le problème est qu'elle devrait être utilisée dans des situations spécifiques et pas seulement pour attaquer, car elle ne fait pas énormément de dégâts et met beaucoup de temps à s'activer. Soudain, ces deux-là arrivent aussi, ayant vaincu leurs propres ennemis. Il s'avère que cela fait déjà 2 ans que ces trois-là sont devenus aventuriers. Le protagoniste a maintenant 10 ans, Marie 12 ans, et Rose également. Au fil des ans, l'aptitude du héros à mesurer l'énergie magique s'est grandement améliorée, au point qu'il peut désormais évaluer la quantité d'énergie d'une personne rien qu'en la regardant, un peu comme le détecteur de Vegeta. Et comme on pouvait s'y attendre, il n'a encore vu personne avec plus d'énergie que ces deux-là. Ils expliquent ensuite que la guilde est très active ces derniers temps, car les missions de chasse affluent les unes après les autres. C'est étrange, car il n'est pas normal qu'il y ait autant de gobelins dans les environs. De plus, le protagoniste a remarqué une augmentation significative du nombre de vagabonds.
Marie propose alors d'aller voir Grast, qui les accueille avec enthousiasme. En fait, il montre au héros que sa commande est déjà prête. Xion est surpris, car il ne l'avait passé que la veille. Mais comme il casse ses équipements très rapidement, Grast a décidé d'accélérer la fabrication. Il veut savoir comment ils s'en sortent ces derniers temps, car il semble qu'ils accomplissent de grandes choses sans lui et sans Gawain. Marie mentionne qu'ils vont bientôt atteindre le rang argent, ce qui impressionne Grast. Il doute qu'il y ait d'autres aventuriers aussi jeunes avec ce niveau. Rose pensait que Grast et Gawain avaient atteint ce rang dans leur jeunesse, mais Grast explique que non, car ils n'étaient affiliés à aucune guildée. À l'époque, ces rangs n'étaient pas aussi courants. Le protagoniste teste sans arrêt ses nouveaux gants, ce qui pousse Marie à lui demander ce qu'il fera quand il pourra utiliser beaucoup plus de magie qu'aujourd'hui. Il avoue vouloir devenir encore plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Mais Marie lui demande alors, que fera-t-il après ça? Après tout, sans lui, les lampes à éclairs ne seraient jamais apparues, elles n'auraient pas survécu aux gobelins qui les a attaqués quand ils étaient enfants, et tant d'autres événements n'auraient pas eu lieu. Le protagoniste réalise que la magie qu'il a trouvée avec tant d'enthousiasme pourrait avoir une autre utilité. Même si, pour l'instant, il ne le comprend pas totalement, Marie sait que la magie réserve à Xion un destin bien plus grand. Plus tard, nous voyons Gawain et son fils s'entraîner, et il semblerait que Xion soit devenu l'avatar lui-même, car il parvient à vaincre son père en utilisant de la magie de terre. Il explique que cette technique s'appelle folle et consiste à envoyer de la magie d'air dans le sol pour y créer des pièges. Cependant, utiliser de la magie en mouvement l'épuise énormément, il devra donc entraîner son corps au plus vite. Malgré cela, Gawain le félicite sans hésitation, car ses progrès sont indéniables. Xion est satisfait de lui-même et prévoit même d'améliorer encore plus Blow pour pouvoir voler dans les airs avec cette magie. Cependant, Marie arrive pour interrompre, car elle veut aussi s'entraîner avec son père. Un peu plus tard, nous la voyons s'affronter avec lui à l'épée en bois. Et il est clair qu'elle a énormément progressé, car elle lui tient tête avec brio. Mais Gawain a toujours un net avantage dans ce domaine et finit par remporter la victoire. Marie remercie son père pour l'entraînement et retourne s'exercer. Xion demande alors à Gawain ce qu'il pense d'elle. Gawain est simplement impressionné, elle n'a que 12 ans et est déjà au niveau des meilleurs épéistes qu'ils connaissent. Mais ce qui le frappe le plus, c'est que, malgré l'absence de muscles adultes, Marie possède des capacités physiques surhumaines. Xion se rend compte que c'est vrai et se demande si cela vient de la magie ou de son énergie magique. Gawain, ne connaissant pas la réponse, conseille à son fils de ne pas trop s'en inquiéter pour l'instant. Quelques heures plus tard, ils se rendent chez Rose, qui leur a demandé de venir l'aider pour un travail agricole. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, et leur mission consiste à éliminer une invasion d'insectes nuisibles. Après une longue journée de labeur, le travail est enfin terminé. Mais Marie est un peu déçue de ne pas avoir obtenu autant de résultats que Xion et Rose. Elle promet donc que l'année prochaine, elle en attrapera bien plus qu'eux. Soudain, le temps change brutalement, annonçant une tempête imminente. Pourtant, il faisait encore beau il y a quelques minutes. Mais quelque chose de grave arrive. Marie s'effondre soudainement. Xion tente de la réveiller, mais elle ne réagit pas. Il la ramène en urgence dans son lit. Son corps est glacé, et Xion n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Gawain et Emma arrivent en panique pour voir leur fille. Heureusement, elle ouvre les yeux. Mais lorsqu'il lui demande si elle va bien et si elle les reconnaît, elle ne répond pas. Rose soupçonne qu'il s'agisse de l'épidémie d'apathie. Gawain a entendu dire que cette maladie se propage rapidement à travers la ville. Rose confirme. Lorsqu'elle est allée faire des achats, elle a entendu des rumeurs, les gens s'effondraient soudainement, comme si leur fil était coupé, et ne pouvaient plus bouger. Même s'ils restent conscients, ils ne réagissent plus et fixent seulement le vide. Ce sont les symptômes de la maladie. Comme les personnes atteintes ne font rien et paraissent très léthargiques, elle a été nommée ainsi. C'est une situation terrible, alors Emma demande s'il existe un remède. Malheureusement, Rose explique que jusqu'à présent, personne n'a été guéri. Comme les causes sont inconnues, personne ne sait quoi faire. Gawain décide alors d'emmener sa fille à Historia pour la faire examiner par un médecin. Il demande à Xion de rentrer chez lui avec sa mère, mais ce dernier veut les accompagner. Gawain lui rappelle que c'est le moment le plus dangereux de la nuit, celui où les monstres apparaissent. Xion sait que son père est fort, mais il lui fait remarquer que s'ils sont attaqués, il aura du mal à protéger Marie tout en se battant. Il vaut donc mieux qu'ils y aillent ensemble. Finalement, Gawain a accepté. Pendant le trajet en chariot, il demande à Xion de ne pas quitter Marie des yeux. Cependant, le protagoniste remarque quelque chose d'étrange dans le ciel. Il demande à son père si c'est une aurore boréale, mais Gawain pense qu'il parle des éclairs. Xion précise qu'il parle plutôt d'une lumière rouge, mais comme on pouvait s'y attendre, Gawain ne voit rien du tout. Cela glace le sang de Xion, qui sait que ce n'est pas bon signe. Un peu plus tard, il aperçoit des monstres près du chemin, et en quelques secondes, d'autres apparaissent. Gawain explique qu'il s'agit de loups sanguinaires, des créatures très persistantes. Xion décide de s'en occuper et enfile ses gants. Il utilise l'eau de pluie avec Aqua, crée des projectiles et les propulse grâce au vent de Blow. Il appelle cette technique Aqua Balai et l'utilise en continu pour éliminer ses adversaires. Le problème, c'est qu'ils sont bien trop nombreux et tenaces,
même Gawain commence à avoir des difficultés. Xion ne sait pas quoi faire, mais soudain, les créatures commencent à battre en retraite d'elles-mêmes. Ni Xion ni Gawain ne comprennent ce qu'il se passe, jusqu'à ce que Xion remarque quelque chose s'approchant d'eux. Pris de panique, il demande à son père d'accélérer le plus possible. C'est alors qu'apparaît une silhouette effrayante. Elle commence à les poursuivre, et même moi, je ne m'y attendais pas. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Gawain ne la voit pas, ce qui effraie encore plus Xion. Il n'arrive pas à croire que son père n'entende même pas ces cris terrifiants. N'ayant pas d'autre choix, Xion tente de l'attaquer, mais cela ne fonctionne pas. En réalité, la créature semble même être devenue plus enragée et passe à l'offensive. Xion se demande s'il va mourir, mais soudain, il se souvient de ce qu'il a fait aux gobelins auparavant et tente la même chose sur elle. Heureusement, cela semble fonctionner et il commence à comprendre que la purification pourrait être la clé. Gawain lui demande si tout va bien, mais Xion est encore inquiet. La fantôme semble vouloir continuer à l'attaquer. Heureusement, la lampe éclair lui inflige des dégâts, ce qui permet même à Gawain de la voir pendant quelques secondes. La créature s'élève dans le ciel, gravement blessée, mais Xion ne compte pas la laisser fuir. Il saute avec sa compétence Jump, la purifie et l'élimine complètement. Gawain, qui était prêt à le rattraper, remercie son fils, car il vient littéralement de leur sauver la vie. Il veut maintenant savoir ce qu'était cette créature à l'apparence humaine. Xion lui demande s'il l'a bien vue, et Gawain confirme qu'il l'a aperçue un instant lorsqu'elle s'est approchée. Xion observe alors la lampe éclair, mais pour l'instant, leur priorité est d'emmener Marie dans un lieu sûr. Une fois arrivé chez le médecin, il découvre une scène alarmante, des dizaines de personnes souffrent de la même maladie. Il est impossible qu'autant de gens soient tombés malades en une seule nuit. Le médecin leur annonce qu'ils devront attendre leur tour. Xion trouve cela injuste après tout ce qu'ils ont traversé pour arriver ici, mais il comprend qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. Finalement, le médecin examine Marie et confirme qu'elle est bien atteinte de la maladie de léthargie. Xion lui demande s'il existe un traitement, mais malheureusement, le médecin explique qu'il n'en a pas encore trouvé. Pour le moment, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est surveiller l'évolution de la maladie. Xion se remémore alors tous les bons moments qu'il a passés avec Marie. Désespéré, il supplie le médecin de trouver un moyen de la sauver. Il est tellement bouleversé qu'il ne peut retenir ses larmes. Il est anéanti en voyant sa sœur dans cet état, totalement inerte. À la suite du diagnostic de la maladie de l'apathie, la famille du protagoniste a décidé de ne pas retourner au village et de rester en ville pour le moment. Grast leur a fourni une petite chambre en attendant que la situation s'améliore. Pendant que Xion veille sur sa sœur, son père l'informe qu'il veut lui présenter quelqu'un et lui demande de se préparer pour le rencontrer au plus vite. Xion refuse d'y aller à moins qu'il ne s'agisse d'un médecin capable de guérir Marie. Gawain lui explique que malheureusement, ce n'est pas le cas, mais il lui révèle que, la nuit où ils ont vu ce monstre invisible, des dizaines de personnes ont été attaquées et tuées par un monstre visible. Le problème, c'est que seul Xion a été capable de lui tenir tête. Il faut donc agir pour éviter d'autres victimes. Le protagoniste insiste pour rester auprès de sa sœur et refuse de la laisser seule. Gawain, légèrement irrité, lui demande s'il se moque vraiment du fait que d'autres personnes pourraient mourir. Il doit comprendre qu'il est peut-être le seul capable d'affronter cette créature et de protéger d'éventuelles victimes. Xion rétorque que ce n'est pas son problème, et son père lui demande s'il dira la même chose lorsque ce monstre s'en prendra à toute la ville ou même au village. Mais il crie ensuite qu'il n'a aucune obligation d'aider qui que ce soit et que sa seule priorité est de rester aux côtés de sa sœur. Il supplie son père de le laisser faire, tout en lui demandant s'il ne s'inquiète pas de l'état de Marie. Gawain lui répond qu'il est évidemment très inquiet, qu'elle est sa fille bien-aimée et qu'il serait prêt à tout pour la sauver, même à vendre son âme au diable. Mais malheureusement, cette option n'existe même pas pour lui. C'est pourquoi il estime qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir. Il insiste auprès de son fils, grâce à lui, de nombreuses personnes pourraient être sauvées, car il est peut-être le seul au monde à en avoir la capacité. Xion refuse toujours, mais il se remémore alors les paroles de sa sœur. Elle lui avait dit que la magie qu'il avait découverte pourrait peut-être être utilisée à d'autres fins et qu'elle avait un impact, qu'il le veuille ou non. Elle était persuadée que son frère finirait un jour par utiliser son pouvoir pour sauver de nombreuses personnes, car c'est ce qu'une personne incroyable comme lui ferait. Grâce à ses souvenirs, Xion finit par raconter à son père tout ce que Marie lui avait dit. Il décide alors d'aider autant qu'il le pourra. Gawain le remercie chaleureusement, car il attendait cette réponse avec impatience. Il s'excuse également, réalisant qu'il n'avait pas compris à quel point Xion se sentait perdu. Ce dernier lui assure qu'il n'y a pas de mal, et qu'il a bien fait d'attendre qu'il mette de l'ordre dans ses sentiments. Soudain, Xion remarque quelque chose d'étrange chez Marie. Son père lui demande ce qu'il y a, et Xion explique qu'il ressent un malaise. Il réalise que l'énergie magique de Marie a disparu. Paniqué, il se précipite dehors, se maudissant de ne pas l'avoir remarqué plus tôt malgré tous ces jours passés à ses côtés. De retour chez lui, il explique à son père que les personnes atteintes de l'apathie n'ont plus d'énergie magique ou du moins, aucune de celles présentes à la clinique ne semble en avoir. De plus, il n'a trouvé personne possédant une énergie magique dans toute la ville. Avant, il en percevait chez plusieurs habitants, mais à présent,
il n'y en a plus un seul. Le protagoniste émet alors une hypothèse, seules les personnes ayant une énergie magique ou une affinité avec la magie seraient infectées par la maladie. Si cette théorie s'avère juste, il pourrait être le seul capable de trouver un remède ou au moins un traitement contre ce fléau. Gawain lui rappelle qu'il doit lui présenter quelqu'un, et cette fois, Xion n'a plus d'échappatoire. Une fois arrivé à destination, il découvre que cette personne n'est autre que Lord Balfe. Gawain lui expose la raison de leur venue et explique que, pour lutter contre le monstre invisible, il avait récemment suggéré d'utiliser des lampes foudroyantes. Cependant, Balfe l'interrompt avant qu'il ne puisse finir. Il se plaint, désemparé, de l'étrange tournure que prennent les événements depuis qu'il gouverne la ville d'Istria. Xion n'en revient pas, Lord Balfe parle comme s'il voulait abandonner son poste, écrasé par la pression. Heureusement, après s'être calmé, Balfe explique que la guilde des marchands a tenté de monopoliser ces lampes foudroyantes. Mais ces hommes ont réussi à en récupérer suffisamment en ville avant de les distribuer aux soldats. Gawain le félicite pour son travail remarquable, mais Balfe, gonflé d'orgueil, réplique qu'il sait déjà qu'il est exceptionnel. Gawain reprend alors le fil de la discussion et révèle que la maladie et le monstre invisible sont intimement liés à la magie et à l'énergie magique. Balfe s'adresse alors à Xion et lui confie que son père lui a déjà longuement parlé de lui. Il sait que les lampes foudroyantes et la magie de Xion sont efficaces contre cette mystérieuse créature. C'est pourquoi il veut réunir des personnes ayant des aptitudes magiques pour vaincre définitivement ce monstre. Le protagoniste lui répond que c'est impossible, car il lui a fallu beaucoup de temps pour apprendre à utiliser la magie. De plus, la majorité des personnes possédant de l'énergie magique sont malades. Le duc dit qu'il comprend et explique qu'en ce qui concerne la maladie du léthargie, les recherches des médecins n'ont pas avancé. Il demande à Xion s'il a une idée pour traiter la maladie. Comme le protagoniste répond par l'affirmative, le duc ouvre de grands yeux, mais son enthousiasme retombe lorsque Xion précise que cela implique d'expérimenter sur des êtres vivants. Malgré cela, il est prêt à écouter. Xion poursuit en expliquant que lorsqu'une personne est en bonne santé, son énergie magique revient après du repos. Cependant, si l'on suppose que les personnes contaminées ne peuvent pas récupérer leur énergie pour une raison inconnue, il serait peut-être possible de leur en fournir ou de faire en sorte qu'elles la conservent. Cela pourrait leur permettre de guérir. Le duc lui demande si cela ne serait pas trop dangereux, ce à quoi Xion répond que c'est fort probable. Mais le duc sait qu'il n'a pas d'autre choix, alors il lui donne son feu vert pour tenter de sauver les malades. Surtout parce que Xion veut expérimenter avec des êtres vivants qui possèdent de l'énergie magique, c'est-à-dire les monstres. Le bon côté des choses, c'est qu'en plus de son autorisation, le duc lui promet des collaborateurs spécialisés en médecine et en études des monstres, ainsi que du personnel de sécurité expérimenté. Cela est en partie grâce à son père, car Xion ne comprend pas comment un duc peut faire confiance aux paroles d'un simple enfant. Après un certain temps, il est enfin temps de rencontrer l'équipe. Le premier à se présenter est Cole Alisté, qui travaille comme assistant du docteur Alphonse. Cependant, il considère que c'est une perte de temps de suivre les caprices d'un enfant comme Xion et affirme qu'il n'est là que sur ordre du duc. Soudain, une jeune femme blonde réprimande Cole en disant que son insolence n'a pas de limite et que, même s'il s'agit d'un enfant, il doit le traiter avec dévotion et loyauté. Elle se présente comme Raffina Spell, héritière légitime de son père, le marquis Alfred Spell, seigneur du territoire de Zepanlast à Ristia. Oui, elle dit tout cela, même si personne ne lui a rien demandé. Elle affirme aussi être un véritable chevalier prêt à défendre l'honneur. Le protagoniste estime qu'il en a assez entendu et demande à la dernière membre de se présenter. Il s'agit d'une fille timide qui parle à peine, mais qui en sait beaucoup sur les monstres. Maintenant que tout le monde est réuni, Xion les accueille et les remercie d'être venus. Il leur précise d'emblée que cette mission n'est pas un jeu, car elle est basée sur des faits concrets et certaines informations. Puis, à l'extérieur, il leur fait une démonstration de magie, laissant ses coéquipiers stupéfaits. Xion leur explique qu'il s'agit d'une technique qu'il a lui-même développée. Elle consiste à amplifier et maintenir des phénomènes naturels en matérialisant l'énergie magique, un pouvoir qui réside dans les corps. Cole lui demande si la magie est liée au traitement contre la léthargie. Xion explique que la magie utilise l'énergie magique, une sorte de force présente dans le corps et l'esprit. Lorsqu'elle est trop sollicitée, elle provoque une immense fatigue qui empêche même de bouger. Cela ressemble étrangement aux symptômes d'une certaine maladie, n'est-ce pas? Cole confirme que cela correspond exactement aux symptômes de la maladie du léthargie. Un peu plus tard, l'équipe se rend en forêt pour capturer des monstres en vue des expériences. Cole reste à la clinique en raison d'une urgence, et Raffina, qui a du mal à se déplacer avec son armure métallique, reste en arrière. Brigitte, quant à elle, explique qu'elle a été convoquée pour en savoir plus sur le monstre invisible et demande s'il est lié à la maladie de léthargie. Xion répond que c'est un peu compliqué à expliquer. Il pense que pour traiter la maladie, il faut trouver un moyen de fournir de l'énergie magique aux malades. Cependant, l'énergie magique elle-même est dangereuse et peut être fatale. Il a déjà tenté quelque chose de similaire auparavant et a constaté que l'énergie qu'il injectait entrait en conflit avec celle de son sujet, ce qui s'était mal terminé. Il leur expose donc son hypothèse, il faudrait probablement saturer les patients en énergie magique pour les guérir.
Mais avant d'essayer sur des humains, il doit d'abord expérimenter sur des monstres. C'est pourquoi il a fait appel à une experte en créatures magiques. Brigitte se révèle être une mine d'informations précieuses, notamment sur le monstre invisible qu'ils ont déjà affronté. Lorsqu'elle apprend son nom, elle demande à Xion s'il l'a réellement vu et lui demande tous les détails possibles. Elle est visiblement excitée à l'idée d'en apprendre plus sur les Rayets. Soudain, un gobelin guerrier apparaît. Ce monstre ne devrait normalement pas se trouver ici, car il vit généralement dans d'immenses terriers et non en pleine forêt. Cependant, Brigitte ne peut cacher son excitation à l'idée de l'observer. Rafina, elle aussi, est ravie. Excédée par son armure encombrante, elle la réduit en miettes et fonce sur le monstre. Heureusement, Xion lui donne un coup de main avec sa magie, car le gobelin guerrier est redoutable. Après un combat intense, ils finissent par le vaincre. Le problème, c'est qu'un monstre mort ne sert à rien pour leurs expériences. Et la blonde semble s'en moquer complètement. Il va donc falloir trouver une nouvelle créature sur laquelle travailler. Le lendemain, Rose servait du thé à Xion et il lui demanda où était sa mère. Elle lui répondit qu'elle restait avec Marie pour s'occuper d'elle. Après cela, Rose interrogea Xion sur ses recherches concernant la maladie de léthargie et exprima son désir de l'aider. Il lui expliqua que ce serait difficile, car elle était occupée avec les tâches domestiques et que voyager fréquemment avec lui jusqu'à Istria serait trop éprouvant pour elle. Elle acquiesça, reconnaissant qu'il avait raison. Xion la rassura en précisant qu'il avait 3 experts pour l'aider. Rose se sentit triste en réalisant que Marie était sa plus chère amie et qu'elle ne pouvait rien faire pour elle. Xion la contredit en soulignant que sa présence auprès de sa mère et son aide leur était d'un grand secours. Il ajouta qu'il y avait beaucoup de choses que seule elle pouvait accomplir. Plus tard, Xion se rendit à Istria en compagnie de Cole. Ne sachant pas où ils allaient, il lui demanda leur destination. Cole lui expliqua qu'il se rendait à la clinique. Surpris, Xion demanda pourquoi. Cole répondit que le duc avait ordonné qu'on l'emmène là-bas, pensant que cela pourrait les aider à trouver des indices pour traiter la maladie de léthargie. À leur arrivée, ils rencontrèrent des patients atteints de formes légères de la maladie. L'un d'eux parlait et Xion voulut le toucher. Le médecin présent donna son accord. Dès que Xion posa la main sur celle du patient, il perçut une faible énergie magique et en conclut que l'énergie des personnes atteintes de cette maladie était drainée. Un peu plus tôt, Xion avait discuté avec Cole de son envie de transférer de l'énergie magique au patient. Cole s'y était opposé, mais Xion finit par le convaincre. Lorsqu'il essaya sur l'un d'eux, il y eut une réaction. Le patient bougea légèrement les mains et ouvrit les yeux. Plus tard, Xion évoqua ses résultats avec Cole. Il trouvait l'expérience prometteuse, mais n'était pas certain si l'amélioration était due à leur intervention ou à une guérison naturelle. Cole suggéra de surveiller le patient de près et d'augmenter progressivement l'exposition à l'énergie magique. Xion le taquina en insinuant qu'il admettait que ces méthodes fonctionnaient. Cole se défendit en précisant qu'il voulait simplement vérifier si cette expérience pouvait leur être utile ou non. Le médecin vint les voir et ils le remercièrent d'avoir permis ces essais, ce qui le surprit. Après cela, Cole emmena Xion hors de la clinique et lui ordonna de garder secret l'usage de l'énergie magique pour le traitement. Il le mit en garde de ne rien dire à personne, expliquant que les médecins concentraient tous leurs efforts sur des traitements conventionnels. Il ajouta que si on découvrait que Xion avait trouvé un remède, cela pourrait leur causer des ennuis. Xion demanda si cela signifiait que la communauté médicale risquait d'entraver leurs recherches. Cole confirma, ce qui agaça Xion. Il répliqua que tant que cela aidait les patients, c'était tout ce qui comptait. Cole approuva mais lui conseilla d'être plus prudent, remarquant qu'il semblait imprudent. Xion éclata de rire en constatant que c'était la première fois qu'on lui disait cela, alors que tout le monde le considérait comme réfléchi. Cole insista sur le fait qu'il s'ouvrait trop facilement aux gens et leur dévoilait tout. Il lui conseilla de réfléchir avant de parler afin de ne pas se nuire à lui-même ou aux autres. Xion sourit et observa que Cole était une personne très gentille. Ce dernier rougit et, embarrassé, demanda ce qu'il voulait dire par là. Xion expliqua que malgré le fait qu'il ne l'appréciait pas, il s'inquiétait pour lui et faisait tout son possible pour aider ses patients. Flatté mais agacé, Cole déclara que ce n'était que son devoir de médecin. Amusé, Xion continua à le taquiner et Cole quitta les lieux, frustré. Ce soir-là, Xion était assis avec sa sœur et tentait de lui transférer de l'énergie magique, mais sans succès. Il se promit de ne pas abandonner, comparant cela à l'apprentissage de la magie, qui prenait du temps. Le lendemain, Xion et son équipe étaient dans la forêt et poursuivaient leurs expériences sur les monstres. Il fit un test de résistance sur l'un d'eux et découvrit que ses mains brûlaient après 50 secondes d'exposition à l'énergie magique. Ils notèrent tout, observant que l'énergie magique semblait avoir un effet particulier sur les monstres. Brigitte observa que l'énergie magique de Xion semblait purifier les monstres. Ils conclurent qu'ils ne connaîtraient la vérité qu'en testant sur un humain. Agacée par leur discussion, Rafina demanda si elle pouvait tuer les monstres maintenant. Xion accepta, et elle les élimina rapidement, essayant de montrer sa force. Mais elle trébucha et tomba de façon ridicule. Embarrassée, elle prétendit qu'il y avait des pièges au sol, mais Xion n'y crut pas. Plus tard, Xion était assis avec sa sœur et repensait à l'expérience avec Brigitte. Rose s'approcha de lui avec un seau de poisson, que Xion voulait utiliser pour une nouvelle expérience.
Après avoir exposé un poisson à l'énergie magique pendant 90 secondes, il constata qu'il restait indemne et en vie, ce qui le surprit. Il commença à se demander si l'énergie magique purifiait les monstres sans affecter les poissons ou les créatures naturelles. Il était persuadé que les humains réagiraient différemment à l'énergie magique. Xion semblait vouloir demander quelque chose à Rose, mais hésitait. Elle sourit et affirma savoir ce qu'il voulait. Il voulait expérimenter l'énergie magique sur un humain. Elle comprenait que le seul humain non affecté par la léthargie et possédant de l'énergie magique, c'était elle. Xion ne sut quoi répondre. Rose précisa que si elle pouvait aider Marie d'une quelconque façon, elle le ferait sans hésiter. Xion la remercia et ils s'installèrent pour commencer l'expérience. Il lui rappela qu'au moindre signe de douleur, elle devait immédiatement l'avertir et ne pas souffrir en silence. Le plus important était de comprendre comment les humains réagissaient à l'énergie magique. L'expérience débuta. Rose déclara ne ressentir qu'une légère chaleur et assura que tout allait bien. Au bout d'un moment, Xion lui demanda comment elle se sentait. Elle trouva la sensation agréable. Cependant, Xion, se remémorant l'effet qu'avait eu l'énergie magique sur le monstre, hésita à continuer. Rose prit sa main pour l'encourager à continuer. Lorsqu'il libéra toute l'énergie magique possible, rien ne se produisit. Surpris, il conclut que la réaction des humains à l'énergie magique était différente de celle des monstres. Rose suggéra de confirmer cette hypothèse en transférant l'énergie de manière continue sur une période plus longue, plutôt qu'en courtes impulsions. Xion accepta et décida que la prochaine expérience consisterait à libérer une petite quantité d'énergie magique sur 10 minutes. Rose approuva. Pendant ce temps, les gardes collectaient les lampes électriques, frustrant Xion et son équipe, car ils n'avaient plus rien pour se protéger des monstres. Cole objecta en affirmant qu'il n'était même pas sûr que les monstres apparaîtraient ni que les lampes étaient réellement efficaces. Rafina, en colère, lui demanda comment il pouvait douter des paroles de Xion. Gêné, Cole admit qu'ils avaient commencé à observer des résultats grâce à Xion et que jusqu'à présent, aucun médecin n'avait trouvé de remède à la maladie. Rafina répondit qu'il n'y avait donc aucun problème tant qu'il comprenait cela. Xion demanda à Brigitte des nouvelles concernant les monstres dans les autres régions. Elle lui répondit que, mis à part le spectre, aucune apparition de nouvelles créatures n'avait été signalée. Surpris, il l'écouta tandis qu'elle lui expliquait que le spectre était apparu après la guerre des Legrès. C'était la première fois qu'il entendait parler de cette guerre. Rafina intervint en précisant qu'elle avait eu lieu il y a 1000 ans et que toutes les nations s'étaient unies pour combattre les démons. Xion demanda ce que signifiait le grès. Amusée, Rafina laissa Brigitte répondre. Brigitte expliqua qu'il existait différentes théories, certains pensaient que le grès était le nom du chef qui avait mené les nations durant la guerre, tandis que d'autres affirmaient qu'il s'agissait du nom d'un pays qui avait complètement disparu après le conflit. De son côté, le duc consignait dans ses rapports tous les événements dangereux récents ainsi que les résultats des expériences sur la maladie du sommeil. Après 90 jours, les patients montraient de légers signes d'amélioration, comme des doigts qui tremblaient et des yeux qui clignaient. Après 135 jours, ils découvrirent qu'une forte injection d'énergie magique dans le corps humain entraînait la maladie. Cela signifiait que l'affection n'était pas causée par un manque d'énergie magique, mais par son excès. Malgré les doutes de certains, le duc ordonna la poursuite de la production des lampes électriques, qui demeurait le seul moyen de défense contre le spectre. Après 201 jours, ils parvinrent à remplacer l'énergie magique d'un individu par une autre. Le jour 299, l'énergie magique de Xion diminuait considérablement, le poussant à chercher un moyen de l'augmenter. Après 380 jours, il n'y avait aucun progrès. Même au bout de 562 jours, rien n'avait changé. Tout reposait sur Xion pour trouver une solution. Par ailleurs, il n'avait toujours pas réussi à éliminer le spectre ni à le localiser. Le duc pensait qu'il s'agissait d'un vestige de la guerre de Legrès et espérait se tromper. Après 2 ans, aucun remède n'avait été trouvé, mais Xion poursuivait ses recherches. Un jour, la femme d'un patient remercia Xion en constatant que son mari souriait à nouveau. Peu après, Cole vint voir Xion et remarqua qu'il avait l'air pâle. Il lui demanda s'il se reposait suffisamment. Xion répondit qu'il mangeait et dormait bien, mais son attitude laissait penser qu'il mentait. Cole lui conseilla de ne pas porter seul le poids de la situation, ajoutant qu'il faisait du bon travail. Xion le taquina en trouvant ses paroles trop sentimentales, ce qui gêna Cole. Amusé, Xion le rassura en affirmant qu'il allait bien. En rentrant chez lui, Xion retrouva Rafina et Brigitte. Son père et Grast arrivèrent peu après, et tous partagèrent un repas en famille. Pourtant, Xion ne pouvait s'empêcher de penser à sa sœur, ce qui assombrit l'ambiance. Son père lui proposa de se reposer un peu. Xion refusa, expliquant qu'il n'était pas fatigué mais qu'il avait simplement épuisé son énergie magique. Son père insista, craignant qu'il ne s'effondre avant de pouvoir soigner Marie. Tous approuvèrent, rappelant à Xion qu'il avait consacré 2 années entières à rechercher un remède et qu'il méritait de faire une pause. Ses parents le félicitèrent pour ses efforts et lui demandèrent de ne pas se surmener davantage. Xion les surprit en affirmant que cela ne lui semblait pas difficile. Il expliqua qu'il voulait simplement guérir sa sœur et qu'il savait qu'il ne servait à rien de se précipiter. Il reconnaissait l'importance du repos, mais il ferait de son mieux. Son père lui rappela que la tâche serait ardue.
Xion répondit qu'il en avait l'habitude. Il raconta qu'il avait déjà étudié la magie alors qu'il ignorait même si elle existait réellement. Comparé à cela, la maladie de sa sœur ne lui semblait pas insurmontable. Ses parents, émus, s'excusèrent de s'être inquiétés et lui dirent qu'ils auraient dû lui faire confiance dès le début. Xion leur assura qu'il sauverait sa sœur quoi qu'il arrive. Cette déclaration réchauffa le cœur de tous. Plus tard, alors qu'il était assis auprès de sa sœur, il aperçut une lumière rouge éclatante par la fenêtre. Pris d'un mauvais pressentiment, il voulut prévenir le duc. Rose décida de l'accompagner, affirmant que cette lumière était la même que celle qu'ils avaient vue le jour où la maladie du sommeil avait frappé tout le monde. Dans le ciel, des créatures similaires au spectre apparurent. La situation devenait critique. Après cela, Xion courait à travers la ville, analysant la situation. L'ennemi était là, et il devait comprendre leur objectif. Devant lui, 2 soldats marchaient, inconscients du danger. Soudain, un monstre apparut, et Xion cria pour les alerter. Les soldats sursautèrent, mais ne voyaient rien. Sans hésiter, Xion se précipita et élimina la créature. Une fois le monstre vaincu, les gardes, stupéfaits, réalisèrent enfin la menace. Conscient du danger imminent pour tous les habitants, Xion se rendit immédiatement chez le duc pour tout lui expliquer. Sous le choc, ce dernier hésita un instant avant de prendre une décision ferme. Il ordonna l'activation immédiate des lampes de foudre et la mobilisation des forces de défense, en les équipant de ces dispositifs. Xion se sentit soulagé en voyant le duc agir sans tergiverser. Il annonça sa volonté de participer à la lutte, mais le duc exprima son inquiétude pour sa sécurité. Déterminé, Xion insista sur l'insuffisance des lampes pour contenir les monstres. Face à cette évidence, le duc accepta et l'envoya rejoindre les troupes. À son arrivée, le capitaine de la garde afficha ouvertement son mécontentement. Il n'appréciait pas que le duc interfère dans ses décisions et encore moins qu'il nomme Xion à la tête de l'unité. Les soldats murmurèrent leur méfiance envers ses ordres et leurs nouvelles armes. Le chef de l'unité rejeta les avertissements du duc et nia l'existence des monstres. Xion le contredit immédiatement et affirma la réalité du danger. Rafina fit alors son apparition et réclama des instructions pour son unité, toujours sans affectation. Xion et Rafina se croisèrent du regard, surpris de se retrouver dans une telle situation. Les soldats se moquèrent de l'unité de Rafina, la qualifiant de fardeau pour le royaume. Les 2 soldats sauvés plutôt intervinrent et remercièrent Xion. Le capitaine, irrité, ordonna à Rafina de faire ce qu'elle voulait, sans plus d'instructions. Blessée par ce mépris, Rafina affirma qu'elle continuerait à donner le meilleur d'elle-même pour éradiquer les monstres. Xion, de son côté, comprit que Rafina avait été nommée chef uniquement parce que son capitaine avait démissionné. Rafina, consciente de la désorganisation de son unité, se tourna vers Xion et lui fit confiance pour guider les opérations. Pendant ce temps, la mère de Marie, anxieuse, se reposait auprès de Rose. Cette dernière tenta de la rassurer, affirmant que Xion veillait sur la ville et que tout irait bien. De retour sur le terrain, Xion avançait avec Rafina et son unité. Il détailla le plan, suivre la trajectoire des monstres pour anticiper leurs mouvements. L'objectif était d'installer les lampes de foudre, mais leur déploiement prendrait du temps. L'unité de Rafina, plus rapide que les autres, devait se rendre au point stratégique, en priorité la porte principale, qui offrait une vue dégagée sur l'extérieur et l'intérieur de la ville. Rafina acquiesça et suivit ses directives. Soudain, Xion repéra plusieurs créatures volantes à travers la ville. Leur déplacement rapide empêchait toute interception immédiate. L'équipe poursuivit donc son chemin jusqu'à la porte principale. À son arrivée, Xion utilisa sa magie pour bondir dans les airs. Son pouvoir, qu'il maîtrisait désormais avec aisance, impressionna les soldats. Lorsqu'il atterrit, les gardes, méfiants, lui barrèrent la route. Xion ignora leurs protestations et annonça l'arrivée imminente des monstres. Devant leur incrédulité, il lança immédiatement ses sorts. Dès que les créatures devinrent visibles sous ses attaques, la panique gagna les rangs. Les soldats, abasourdis, comprirent enfin la menace. Xion confirma que ses sorts, tout comme les lampes de foudre, révélaient ses ennemis invisibles. Il poursuivit son assaut et neutralisa plusieurs créatures sous les regards stupéfaits des gardes. Rafina arriva à son tour et déclara officiellement que la 75 unité agissait sous les ordres directs du duc, avec pour mission d'éliminer ces monstres invisibles. Face aux preuves irréfutables, les gardes cessèrent de douter. Pendant que les soldats s'organisaient, Xion analysa la situation et identifia un problème plus profond. Sans attendre, il se précipita vers le sommet de la porte, suivi de Rafina. Depuis cette position élevée, il confirma ses craintes. Dans la forêt avoisinante, plus d'une centaine de monstres se rassemblaient, prêts à fondre sur la ville. Les monstres se dirigèrent droit vers Istria. Xion comprit immédiatement la menace et déclara qu'il devait les arrêter sans tarder. Il canalisa son énergie magique et alluma toutes les lampes devant la porte. Ces lumières, détestées par les créatures, ralentiraient leur avancée. En informant Rafina, celle-ci acquiesça, expliquant que grâce à cela, les soldats verraient enfin leurs ennemis à leur arrivée. Rafina, exalté, proclama qu'il protégerait cette porte jusqu'à leur dernier souffle. Les soldats, inquiets,
et exprimèrent leur crainte. Ils n'avaient jamais affronté de tels ennemis et s'étaient toujours contentés de tâches secondaires. Xion les rassura aussitôt en affirmant qu'il s'occuperait de la situation. Plongé dans ses souvenirs, il réalisa que sa naissance et tout ce qui s'était produit jusque-là l'avaient préparé à cet instant décisif. Les monstres apparurent alors, fonçant vers la porte. Les soldats se mirent en position tandis que Xion lançait ses sorts, éliminant plusieurs créatures. Cependant, leur nombre était écrasant. Rafina rejoignit immédiatement le combat et ordonna aux gardes de sécuriser la porte. Elle abattit un monstre en déclarant que son honneur de chevalier l'empêchait de laisser Xion affronter cette menace seul. Satisfait, il poursuivit l'offensive. Mais bientôt, la flamme de Rafina s'affaiblit, et un monstre profita de l'occasion pour l'attaquer. Elle esquiva de justesse, mais sa flamme s'éteignit. L'un des gardes raviva son épée et la lui remit, lui permettant d'abattre la créature. Alors qu'il se réjouissait d'avoir aidé, un autre monstre tenta de l'attaquer, mais un compagnon intervint et élimina la menace. L'atmosphère était tendue. Rafina redoublait d'efforts tandis que Xion continuait son assaut. Il savait qu'il avait déjà consommé une grande partie de son énergie magique, mais il lui en restait encore. En abattant une autre créature, il se rappela que la maladie de léthargie apparue 2 ans auparavant était liée à l'énergie magique. Il en déduisit que ces monstres et leur aura rouge en étaient la cause et qu'en les exterminant, tout pourrait redevenir normal. Mais l'instant était au combat. Une mort ici signifierait la fin de tout espoir. Les soldats combattaient à ses côtés, mais un monstre brisa soudain l'une des lampes principales. Le choc fut total. Les autres créatures commencèrent alors à se sacrifier pour les éteindre une à une. Malgré cela, la priorité restait la protection de la porte. Xion ordonna à tout le monde de se mettre à couvert avant d'activer un sort dévastateur, semblable à une tempête, anéantissant les ennemis. L'équipe fut stupéfaite par sa puissance, mais lui se retrouva épuisé. Il crut un instant avoir éliminé toutes les créatures, mais un nouveau groupe apparut à l'horizon. Comprenant qu'il ne pourrait plus tenir, il ordonna la retraite. C'est alors que Grast arriva, déclarant que tous avaient combattu avec bravoure. Il n'était pas seul, une troupe de guerriers l'accompagnait. L'un d'eux annonça qu'ils allaient montrer la force des aventuriers, qu'importe que les monstres soient visibles ou non. Brigitte fit son apparition et rappela leur plan. Tous utilisèrent la flamme de Xion sur leurs flèches et les décochèrent vers les cibles désignées. La stratégie fonctionna parfaitement, les monstres devinrent visibles, et les attaques portèrent leurs fruits. Grast motiva ses compagnons, et ils intensifièrent l'offensive. Xion, impressionné, interrogea Brigitte sur son plan. Elle expliqua avoir suivi ses indications concernant les monstres, sans pouvoir tester l'idée avant. Grast confirma que c'était elle qui avait tout expliqué et organisé l'opération. Brigitte, inspirée par les efforts de Xion, affirma qu'il voulait également faire sa part. L'enthousiasme gagna tous les combattants, et l'attaque finale fut lancée. Ensemble, ils triomphèrent des créatures et célébrèrent leur victoire. C'est alors que le capitaine de la garde apparut, furieux. Il accusa les aventuriers de s'être déguisés en monstres pour semer la panique. Rafina réfuta immédiatement cette absurdité, affirmant que, grâce à eux, des centaines de monstres avaient été éliminés. Le capitaine refusa d'y croire et exigea une preuve. Où étaient ces monstres? Il ne voyait rien. Xion, abasourdi, tenta d'expliquer que ces créatures avaient aussi envahi la ville. Brigitte émit une hypothèse, les monstres avaient peut-être tous convergé ici à cause des attaques répétées. Ignorant cette explication, le capitaine se tourna vers Xion et l'accusa d'intriguer pour flatter le duc. Grast, outré, dénonça son retard et souligna que sans Xion, la ville aurait été condamnée. Les aventuriers le soutinrent d'une seule voix. Le capitaine, visiblement agacé, ordonna l'arrestation immédiate de Xion et de ses compagnons. Mais les gardes hésitèrent, échangeant des regards perplexes. Avant qu'ils ne puissent réagir, le capitaine fut soudain soulevé dans les airs. Il ne comprit pas ce qui se passait, jusqu'à ce qu'une main monstrueuse surgisse derrière lui et l'exécute sur place. Tous furent pétrifiés d'effroi. Une créature massive venait d'apparaître et, d'une voix rauque, déclara « Cela faisait bien longtemps. Enfin, je suis libre ». En voyant cet individu, le protagoniste ressent que toute l'énergie contenue dans l'aura rouge de l'environnement est concentrée en lui. Grast lui demande immédiatement qui il est, et l'homme se présente comme Ainswolf, un noble démon vertueux. Le protagoniste sait que c'est dangereux, car cet homme ne semble pas dans son état normal. Les personnes présentes se demandent s'il s'agit réellement d'un démon, et Ainswolf les considère comme ignorants de ne rien savoir sur eux. D'une certaine manière, il trouve normal qu'une race aussi ignorante que les humains ait oublié l'existence des démons en seulement 1000 ans. Grast ne comprend rien, mais le démon dit qu'il n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Pour l'instant, il est simplement heureux d'être enfin libre après tant de temps, et il leur fera donc la faveur de les tuer. Le protagoniste demande immédiatement à son groupe de fuir, mais il est trop tard, une énorme attaque les frappe. Tout le monde est blessé et Brigitte confirme enfin que les démons existent, ayant lu que cette espèce avait disparu il y a 1000 ans. Xion leur ordonne de fuir immédiatement, car personne ici ne pourra vaincre cet adversaire. Pire encore, personne ne peut voir les pouvoirs du démon, donc il est inutile d'imaginer pouvoir lui résister. Le protagoniste admet qu'il s'est trompé,
les hordes de Rhéts qui sont apparues lors de la menace nocturne n'étaient en réalité qu'un signe annonçant l'arrivée de ce démon. Cela signifie que le véritable combat commence seulement maintenant. Grast demande si ce démon est puissant, et le protagoniste lui répond que oui, car selon ses perceptions, il possède jusqu'à 100 fois plus de pouvoir magique que lui. Grast ordonne aux autres de fuir pendant qu'il essaiera de le retenir, mais pour Xion, cela n'a aucun sens, car il serait tué en quelques secondes. Ainswolf, lui, s'amuse beaucoup avec la souffrance des humains. Le protagoniste sait que s'il laisse la situation empirer, même sa propre famille pourrait être en danger. Il n'a donc pas d'autre choix que de prendre les choses en main. Grast demande aux filles de guider les citoyens pour évacuer la ville. Elles acceptent et demandent au protagoniste d'agir avec sagesse. Grast et Xion doivent maintenant affronter le démon, mais Grast ne sait pas comment s'y prendre. Xion lui dit qu'il va combattre directement tandis que Grast doit essayer de l'attaquer par derrière au moment opportun. L'aventurier n'est pas totalement convaincu, mais Xion lui rappelle à quel point leur adversaire est puissant. Peut-être qu'avec cette stratégie, ils pourront gagner du temps. De plus, Xion est le seul capable de voir les pouvoirs du démon, ce qui lui permet d'esquiver ses attaques. Grast accepte, mais lui demande de ne pas mourir. Pendant ce temps, Ainswolf continue son carnage, cherchant à éliminer le plus d'humains possible. Cependant, il est surpris de voir que Xion possède une énergie magique. En voyant ses yeux et ses cheveux rouges comme le sang, il lui demande s'il appartient à la lignée Le Grey. Cependant, il ne comprend pas pourquoi les autres humains sont dépourvus de magie, et il exige une réponse du protagoniste. Xion ne comprend rien à cette histoire de Le Grey, mais Ainswolf remarque sa confusion et se moque des humains, disant qu'ils n'ont rien appris en plus de 1000 ans. Il dit ressentir de la pitié pour Xion, car il semblerait que quelqu'un ait joué avec lui. Par pitié, il estime qu'il vaut mieux que le protagoniste meure ici, sans rien savoir. Xion réplique qu'il n'a pas l'intention de mourir ici, mais Ainswolf s'en moque, ayant déjà décidé de le tuer. Il lance alors une puissante attaque, mais le protagoniste l'esquive et riposte avec une technique à base d'eau. Ainswolf trouve cette capacité intéressante, mais elle est clairement insuffisante pour lui causer des dégâts. Comme le démon est incroyablement rapide, Xion n'a pas d'autre choix que d'esquiver ses attaques. Ainswolf prépare alors une technique accumulant une quantité massive d'énergie. Xion est paniqué, car s'il ne trouve pas de solution, il va mourir et ses proches ainsi que les autres personnes connaîtront le même sort. Pendant ce temps, Cole reçoit de nombreux blessés souffrant de brûlures et de graves blessures. Il veut savoir ce qui s'est passé, alors un type lui répond qu'il n'en a aucune idée, mais qu'il a seulement vu un individu extrêmement dangereux apparaître et tout autour de lui s'enflammer. Cole se demande s'il a utilisé de la magie et aimerait savoir si le protagoniste va bien. Pendant ce temps, ces deux-là continuent d'évacuer les habitants de la ville. Rafina vient de retrouver ses deux recrues et est soulagée de les voir en vie après l'attaque du démon. Elle leur demande où se trouve Xion, mais ils n'en ont aucune idée, car ils étaient trop occupés à fuir. Elle comprend et leur demande de poursuivre l'évacuation, car elle a autre chose à faire. Elle se précipite alors pour informer Brigitte qu'elle va aider le protagoniste, mais Brigitte n'est pas d'accord, car c'est bien trop risqué. Rafina est consciente du danger, mais elle lui assure qu'ils reviendront tous les deux vivants, quoi qu'il en coûte. Brigitte finit par lui faire confiance et espère les revoir bientôt. D'une manière ou d'une autre, le protagoniste a réussi à tenir tête au démon jusqu'à présent, et le combat n'est pas aussi facile que ce dernier l'avait imaginé. Xion tente de lancer son aquabolt, mais cette fois, Ainswolf parvient à annuler son attaque. Xion ne comprend pas comment il a fait, car il n'a pas utilisé uniquement de l'eau, mais aussi de l'électricité, un phénomène encore très peu connu dans ce monde. Il se demande comment Ainswolf sait que l'électricité est neutralisée par la magie de l'air, qui agit comme un isolant. Le démon admet que la magie de Xion est fascinante, mais il lui explique que pour chaque sort, il existe une magie opposée capable de l'annuler. Il est persuadé que Xion aurait dû le découvrir par lui-même, car c'est la base de tout, du moins pour les démons. Il remarque aussi que le protagoniste est incapable d'utiliser le feu ou la foudre sans cet artefact qu'il porte. Il s'en moque, car lui, en revanche, peut le faire sans problème. Pour Ainswolf, comprendre la nature des éléments est une chose évidente, alors que Xion, apparemment, ne le pourra jamais. Bien qu'il se soit amusé avec le protagoniste, il estime que le spectacle a assez duré et qu'il est temps d'y mettre un terme. C'est alors que Grast surgit par derrière pour l'attaquer, mais cela ne lui fait absolument rien. Ainswolf s'apprête à le tuer, mais Gawain intervient également pour tenter de l'arrêter. Le démon ricane et lui demande s'il croyait vraiment qu'une simple arme humaine pourrait le vaincre. Xion sait que c'est la fin. Il s'excuse intérieurement auprès de sa sœur, car il n'a jamais pu la guérir de sa maladie. Malgré tout, il veut en finir avec ce démon. Une détermination qui surprend Ainswolf, car il n'a jamais rencontré un enfant aussi courageux. Il comprend alors pourquoi, c'est sans doute dû à son lignage Le Grey. Ce courage, cette volonté, cette force, ils sont dignes d'admiration. Il admet qu'il apprécie le protagoniste, au point même de vouloir en faire son serviteur. Il lui propose de rejoindre ses rangs, en échange, il obtiendrait une vie éternelle et des pouvoirs immenses. Cependant, il perdrait sa conscience humaine et deviendrait une simple marionnette. Xion tente évidemment de fuir,
mais le démon ne le laissera pas s'échapper si facilement. Il lui dit que cela ne prendra que quelques secondes, et tout laisse à penser qu'il est une sorte de vampire. D'un geste brutal, Ainswolf mord Chion, qui ne peut rien faire pour l'en empêcher. Tout semble perdu jusqu'à ce que le démon se torde soudainement de douleur. Son corps brûle comme s'il était empoisonné. Il hurle de rage et de surprise, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais Chion, lui, comprend. Il a reçu la bénédiction des fées, et son sang est devenu un poison mortel pour les créatures démoniaques. Furieux, Ainswolf prépare une attaque dévastatrice pour en finir avec lui, mais au dernier moment, Rafina arrive et aide Chion à se relever. Le protagoniste lui demande de l'aider à lever son bras. Ce combat va se décider en une dernière attaque. Gawain et Grast interviennent aussi et frappent violemment le démon, qui, cette fois, semble gravement blessé. C'est l'occasion parfaite. Chion rassemble toutes ses forces et, en se remémorant toute sa vie dans ce monde, libère son ultime attaque. Avant de mourir, il lance un dernier regard à Ainswolf et lui dit que l'ignorant, ce n'était pas lui. Le démon ne comprend pas ce qui lui arrive. Son corps est en train de s'embraser de l'intérieur. Il hurle, incapable d'y croire. Il pensait être intouchable, invincible, mais il s'est fait humilier par un simple enfant. Finalement, l'ennemi est vaincu, mais Chion n'a presque plus d'énergie. Pourtant, il est satisfait. Il espère simplement pouvoir revoir sa famille bientôt, car c'est pour cela qu'il s'est battu jusqu'au bout.